Je pense qu'un winner, c'est juste un loser qui a essayé une fois de plus, tu vois. Cette semaine sur InPower, j'accueille Anthony Bourbon, entrepreneur et investisseur. Qu'est-ce que la personne veut et comment est-ce que je peux lui offrir ? Anthony a une histoire assez incroyable. Après avoir quitté le domicile familial à 16 ans, il se retrouve à la rue, sans ressources ni soutien. Moi, je suis obsédé par l'argent. Il décide alors de commencer à travailler sur des projets immobiliers qui lui permettent de gagner un peu d'argent. Il prend des risques qui ne payent pas toujours, jusqu'à créer Feed en 2017, une entreprise qui souhaite révolutionner les produits alimentaires. Ne vends pas ton produit, vends plutôt ton histoire, quoi. Moi-même assez sceptique des objectifs de Feed, je souhaitais recevoir Anthony pour comprendre vraiment quelle était sa mission, pourquoi il affichait autant son ambition de vouloir faire de l'argent et quel message il souhaitait vraiment faire passer. Moi, mon but, c'est de déclencher une révolution dans le pays pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Anthony nous partage donc dans cet épisode d'InPower ses conseils, ses méthodes, ses ambitions et ses blessures. Et je fais mes calculs, je me dis dans 1 an, on fait faillite. Pensez à vous abonner au podcast, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, d'entrepreneuriat, d'investissement, de ta vision de 2023 aussi. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Je m'appelle Anthony Bourbon, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur investisseur, donc j'ai la double casquette, je suis des deux côtés de la barrière. On oppose souvent les investisseurs et les entrepreneurs, alors que je pense qu'en fait c'est un cercle vertueux qui se crée. Je suis plutôt connu pour avoir une histoire difficile qui sort du lot de l'écosystème startup classique qui est assez élitiste, assez dans la reproduction sociale, très macho. Moi je viens plutôt d'une famille très pauvre avec un père violent, mère dépressive, donc j'étais à la rue quand j'étais jeune et j'ai vraiment dû galérer, avoir énormément d'échecs pour m'en sortir, et du coup j'ai essayé d'apporter un message d'espoir humblement à tous ceux qui aujourd'hui sont dans une situation qui est difficile en leur disant ne baisse pas les bras, ça va être plus dur pour toi, faut pas se voiler la face, faut pas se raconter des conneries, mais tu peux y arriver et tu peux encore réussir à t'épanouir, à te rendre heureux, quel que soit ton objectif. On parle souvent de business parce que c'est ma verticale, mais en réalité, je pense que la véritable passion, elle est en chacun de nous et qu'il faut être capable de se connaître, de se poser les bonnes questions pour ensuite dérouler son destin ou le faire mentir si c'est nécessaire. Je me suis demandé, en effet, en me renseignant un peu sur ton histoire, sur ton parcours, tu parles pas mal de ton adolescence ou de ta vingtaine et puis ensuite de ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Je me suis demandé, moi, quelle était ta vision de la vie quand t'étais enfant ? Vraiment, quand t'avais, 8-10 ans. C'est assez dur parce que je crois beaucoup à l'aliénation par la société, c'est-à-dire que tu vas te construire en fonction de ce que tu observes autour de toi. À l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, Internet, c'était le tout début, et donc tu regardes tes parents, tu regardes ton entourage proche. Il se trouve que moi, je vivais en vase clos parce que mon père était agoraphobe et donc personne ne venait chez nous, et ma seule fenêtre sur le monde, c'était le JT TF1, et ça m'avait marqué parce que à 20h tous les soirs, on était vraiment devant en train de regarder, donc il y avait quand même beaucoup de violence, tu vois, la télé, les informations, c'est assez glauque. Et donc je me suis construit dans ce déterminisme social. Mon père était contrôleur de train, son père était contrôleur lui aussi, son arrière-grand-père était contrôleur, et donc en gros on m'a dit tu vas être contrôleur. Et je sais pas pourquoi j'avais cette chance d'être très ambitieux ou optimiste en me disant moi j'aimerais être un homme d'affaires, parce que je voyais, c'était à l'époque Bernard Tapie, alors on aime ou on n'aime pas, mais je voyais des mecs avec des costumes qui avaient l'air forts, puissants, et j'avais envie de faire pareil. Et on me le reprochait, et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, les premiers adversaires que tu allais avoir, c'est souvent malheureusement ton entourage, et parfois les gens qui t'aiment, pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent t'empêcher de t'épanouir, mais simplement parce qu'ils veulent te garder proche d'eux, et que quelque part, le fait que tu ne bouges pas les rassure face à leurs propres échecs et leur confort. Donc mes premiers souvenirs, c'est ça, c'est déjà de ne pas être compris, et de vexer mes parents quand je leur disais moi j'aimerais réussir et gagner de l'argent. C'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'intriguait, parce que je voyais à quel point l'argent avait un impact. En fait, la vision que j'avais très jeune, aujourd'hui je me dis souvent waouh, en fait t'avais raison. Mon ressenti, tu vois, sur la société, l'argent, les inégalités était assez juste, et plus je vieillis, plus je gagne de l'argent et plus je rencontre des gens, plus je sens que ce sentiment de jeunesse était plutôt avéré en fait. Mais écoute, c'est hyper intéressant ce que tu partages, et c'est assez fou en fait que tu aies eu envie d'être un homme d'affaires, mais au final sans vraiment savoir ce que c'était. Donc c'est vraiment plus par quoi ? Par l'attitude, par la prestance, par ce que renvoyait l'image de l'homme d'affaires, alors que, et on en reparlera un peu plus tard, mais j'ai vu que tu étais minimaliste, donc au final tu n'as pas du tout suivi le schéma
que tu aspirais un jour à avoir. C'est ça qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, je regardais Turbo sur M6, une émission de voitures, donc on te montrait les belles caisses, les belles Porsche, les belles Ferrari, et j'ai toujours rêvé d'avoir ces voitures, j'ai toujours rêvé d'avoir des belles montres, toujours rêvé d'avoir de beaux costumes. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en réalité, trop souvent, l'argent... tu en fais une obsession pour envoyer une image aux autres plutôt que pour te combler toi-même. Et donc j'ai fait cette erreur, dès que j'ai gagné de l'argent, de m'acheter plein de fringues, plein de voitures, plein de montres. Et en réalité, j'ai vu que ça me comblait pas du tout parce que tu faisais ça pour impressionner des gens que ça n'impressionne pas parce que soit ils sont pauvres et donc du coup ils s'en foutent de ce que t'as, soit ils sont très riches et en fait tu passes pour un plouc parce que c'est très plouc, tu vois, d'avoir des montres avec des diamants, des trucs comme ça. En tout cas, je trouve que c'est pas terrible, à part si tu fais du rap ou des trucs comme ça. Et du coup, petit à petit, plus j'ai gagné, plus je suis redevenu simple. Donc tu vois, j'ai fait les deux extrêmes. Et aujourd'hui, c'est vrai que minimaliste, c'est peut-être un poil exagéré, mais j'essaie au maximum de pas être dépendant de l'argent et de pouvoir me retourner le lendemain et partir sans aucune attache. C'est-à-dire que j'aime beaucoup dire que je croise les doigts pour me faire cambrioler parce que je sais que le cambrioleur va être dégoûté quand il va rentrer chez moi. Alors pendant longtemps, j'ai vécu dans un 40 mètres carrés. Là, je viens juste de changer parce que c'était un coup business en fait. Mais pendant 7-8 ans, alors que j'avais vraiment de l'argent, je vivais dans 40 mètres carrés sans canapé avec un lit et un bureau. Et mes copines ne comprenaient pas, par exemple, ou mes potes ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi tu t'infliges ça ? Et c'était une manière de me souvenir d'où je venais. Et honnêtement, c'était super efficace parce que ce que j'observe, c'est que quand tu as trop d'argent, et autour de moi aujourd'hui, j'ai la chance, ou en tout cas, c'est une réalité, j'ai que des gens qui ont de l'argent à gros niveau, ils sont très malheureux. Ils sont très malheureux parce que quand tu peux tout acheter, t'as plus ce qui est à mon sens primordial, c'est l'envie, l'attente. Tu vois, c'est comme à Noël quand tu vois les cadeaux au pied du sapin, c'est là que tu t'éclates. C'est pas quand tu les ouvres en fait, c'est quand tu te demandes ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et en réalité, quand tu t'achètes tout, t'as plus de limites et donc la plupart de mes potes tombent dans la drogue, dans les addictions cheloues et en réalité j'essaie à tout prix de rester connecté à ma réalité. C'est aussi pour ça que j'ai fait une fondation qui s'appelle, enfin un fonds de dotation pour être précis, qui s'appelle Feedback, où on va donner de l'argent mais aussi du temps à des jeunes qui ont vécu des histoires dramatiques, des maladies, des handicaps, des viols, des situations vraiment atroces, et ils continuent de rêver grand. Et ça, je kiffe parce qu'en réalité, quand ils viennent dans mon bureau et qu'ils m'en parlent, ça me renvoie à mes propres cicatrices. Et du coup, je me dis, personne m'a tendu la main. J'aurais pu devenir franchement un gros con, tu vois, comme certains potes à moi ont pris la grosse tête et tout. Mais le fait de me rappeler d'où je viens me permet de rester stable, on va dire. Tu vois, je dis pas que je suis parfait, il faut encore que je m'améliore sur plein de choses. Mais avoir ces jeunes en face de moi qui ont de l'espoir, et je me dis, waouh, en fait, tu vois, ils pourraient vraiment se plaindre, ils se plaignent pas. Donc c'est une leçon que je trouve intéressante, un peu comme quand avec une association, là on avait été visiter les enfants malades à Necker, qui vont mourir genre dans 6 mois, ils ont 8 ans, et tu sais ils sont très souriants, ils te parlent comme si de rien n'était, et quand tu sors de là, tu vois, ça te met un coup parce que en fait tu peux toujours relativiser ta situation avec quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de situations horribles, mais en fait même quand j'étais à la rue, que je dormais sous les ponts, je lisais des bouquins de personnes qui vivaient en Irak, qui avaient 8 ans, qui avaient déjà une jambe en moins, qui mangeaient des cailloux, et donc d'un coup tu te dis bon, finalement ça va, je peux encore m'en sortir. Donc ouais, non, mais c'est intéressant, et puis ça se fait surtout relativiser, je pense aussi, le poids qu'on donne à l'argent. Et c'est marrant parce que avant que tu arrives, j'ai fait une story justement pour demander à ma communauté si jamais elle avait des questions pour toi. Et il y a une question que j'ai trouvée intéressante, quelqu'un qui demandait, mais alors, enfin, il a pas l'air forcément de vivre pour l'argent, mais alors pourquoi est-ce qu'il recherche autant à en avoir et à l'accumuler ? C'est une bonne question et je vais essayer d'être précis parce que souvent les gens confondent les deux. Moi je suis obsédé par l'argent, mais pas pour l'utiliser ou me faire plaisir parce que tu vois j'ai pas de montre, je suis habillé en t-shirt tout le temps. Ceux qui me connaissent savent que j'ai 50 fois ce t-shirt en noir, 50 fois le t-shirt en blanc, 50 fois le t-shirt en gris, c'est tout. Tu vois. 50 c'est déjà une belle accumulation. J'exagère, tu vois, mais bon, tu vois, je veux dire, je l'ai en plein de fois. Ouais. Et par contre, je prends un plaisir vraiment puissant à voir mon patrimoine monter parce que je sais ce que je veux en faire. Et qu'est-ce que je veux en faire ? Depuis très jeune, j'ai eu en fait un flash, ça s'est imposé à moi évidemment quand j'étais à la rue, et donc c'est un combat qui est assez naturel, c'est que je me suis posé ce qu'on appelle une brand platform, c'est une plateforme de marque. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire cet exercice, de prendre une feuille blanche et de trouver sa promesse de vie
et les valeurs pour l'atteindre. Les valeurs, c'est assez simple, c'est tu demandes à ton entourage, les plus proches, les 15 plus proches, quels sont les 4 mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. Et en fait, tu vas voir que quand tu recoupes les réponses, il y a des mots qui reviennent très souvent. C'est les valeurs que tu dégages naturellement et qu'il faut essayer d'exploiter au maximum. Et ta mission de vie, ta promesse, c'est quelque chose qui va être philosophique et que tu peux presque atteindre. Donc il y en a beaucoup qui disent « Ouais, la promesse d'Anthony, c'est d'être riche ». Mais c'est faux. Être riche, ça va être un levier pour atteindre ma promesse. Et la promesse, elle est assez simple. Alors ça paraît toujours fou, hein, les promesses doivent être dingues, parce que le but, c'est que quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis, est-ce que j'ai fait le maximum pour faire ma promesse ? J'y suis sûrement pas arrivé, mais j'ai tout donné. Moi, mon but, c'est de déclencher une révolution dans le pays pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Mon combat, c'est que sans opposer les classes sociales, parce que je suis pas du tout un mec, tu vois, en mode Mélenchon, à mort les riches et compagnie, quoi. Hein. Je suis vraiment dans un truc où quel que soit ton milieu d'origine, tu dois pouvoir réussir. Et c'est ton travail, ta détermination, ta résilience, ta passion qui doivent être les mots-clés de ton objectif et qui doivent te permettre d'y arriver ou non. Donc, quelqu'un qui a fait une grande école, HEC, Polytechnique, super cool, j'investis chez ces profils parce que ça veut dire qu'ils ont la tête bien faite, il n'y a aucun souci, bravo à eux. Mais j'investis aussi chez la personne de banlieue qui n'a pas de réseau, qui n'a pas forcément fait des bonnes études, mais qui a la dalle. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plein d'études qui le montrent, notamment Bernard Lahire dans son livre Enfance de classe, il va te falloir 8 générations juste pour t'extraire de ta condition initiale. Donc si tu nais pauvre, il va falloir 8 générations pour pouvoir peut-être devenir classe moyenne. Et en fait, ça, je trouve pas ça normal. Et donc, mon pari, c'est que en naissant dans la pire catégorie sociale, on va dire en France, je puisse arriver au sommet et dans le top 50 France, non pas parce que je suis obsédé dans l'argent dans le mauvais sens du terme, mais parce que c'est un objectif de vie et que l'argent, honnêtement, on verra, je veux pas m'avancer, mais il y a de grandes chances pour ceux qui me suivront dans 20-30 ans que je crame tout, que j'utilise l'argent pour faire ma révolution. Parce que je sais que si je veux faire quelque chose de grand, il ne faut pas l'organiser comme les gilets jaunes. Tu vois, les gilets jaunes, ils avaient l'énergie qui était super intéressante. Tous les samedis, t'imagines, ils venaient, qu'il pleuve, qu'ils ventent. Ouais. J'étais là, waouh, ma révolution, elle va avoir lieu. Simplement, eux, ils étaient mal organisés. Et encore une fois, je défends pas du tout la thèse politique parce que je vote blanc, il n'y a aucun parti avec lequel je me sens représenté. Donc vraiment, c'est apolitique ce que je dis. Mais j'aime l'énergie, mais pas du tout la méthode. Tu vois, les péter des voitures, des vitrines et tout, je pense que ça sert à rien. Mais s'ils avaient eu des leaders, des moyens et une vision, je pense qu'ils pouvaient retourner le pouvoir. Et que la France pourquoi aurait changé. Tu les as pas aidés, par exemple ? Parce que leur combat, c'était pas le bon. Okay. Et j'étais pas prêt. Ouais. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu comme une intifada dans certains pays. Si tu veux attaquer des tanks avec des bouts de bois, t'as beau taper dessus, le tank il va pas broncher. Donc tant que je suis pas prêt, parce qu'aujourd'hui je suis une goutte d'eau, tu vois, dans l'océan. Tant que je suis pas prêt, que j'ai pas un réseau bien organisé, je peux pas avoir une force de frappe nécessaire. Ok. Bon bah on a hâte de suivre ça. Si on revient un peu sur tes débuts, donc tu es parti, je crois, à 16 ans de chez toi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu prends cette décision ? Et comment est-ce que ta vie change du jour au lendemain ? Ouais, c'est compliqué. Mon père est violent avec ma mère pendant plusieurs années, et avec moi, donc physique, mais surtout mental, tu vois, psychologique. Je vois à quel point un homme peut détruire une femme, un enfant, à quel point c'est lâche, tu vois, de évidemment t'en prendre aux faibles. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a vu hier dans Qui veut être mon associé avec Amel, chez qui j'ai investi, qui était une femme battue, qui a pris son enfant, qui est partie, qui a essayé qui est en train de monter sa boîte. Mais l'impact, je l'ai vu en direct en fait, à quel point tu vois, t'as ce syndrome, ce choc post-traumatique, c'est quand elle l'a quitté que j'ai dit à ma mère, vas-y, pars, parce qu'en fait, ça va finir en drame. On était à 2 doigts du drame. Elle a fait un choc post-traumatique, elle était très fatiguée, très énervée. Moi, j'étais aussi vachement irrité, il y avait tellement de haine. Bref, on s'est pas entendu. Elle m'a fait sortir, on va dire, du domicile du domicile familial, et je me retrouve à la rue. Et en fait, à ce moment-là, je pensais pas que j'allais y rester. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis toujours, bon, quelqu'un va m'appeler. Donc sur le coup, tu réalises pas et tu te dis, bon, allez, dans 2 jours, ce sera bon. Et des amis qui étaient censés m'aider, qui avaient des familles équilibrées, m'ont fait venir chez eux. Ils m'ont dit, écoute, tu peux rester chez nous. Puis après, les parents disaient non, finalement, au bout d'une journée, ce serait bien que tu t'en ailles, on veut pas trop d'histoire avec ton père. Et j'ai vu à quel point, tu vois, tout le monde se rejetait le truc, quoi. Et moi, le premier, quand tu vois un SDF dans la rue, tu dis, bon, quelqu'un d'autre va l'aider, tu vois. Et donc, eux, ils ont fait pareil avec moi. Et donc, en réalité, c'est intéressant parce que je parle de SDF, mais
c'est vraiment ce que j'étais. SDF, on a l'image, tu vois, du mec un peu alcoolique, sale, qui est dans la rue, allongé. Mais en fait, des SDF, il y en a plein, tu vois. Il y a plein d'étudiants qui savent pas où dormir. Il y a plein de gens qui sont seuls face à une société qui est pas adaptée. Parce que quand t'as pas 25 ans, t'as pas de RSA. T'es rattaché au domicile fiscal de tes parents, donc tu peux pas avoir la moindre aide. Moi, j'ai dû faire une rupture familiale pour dire, voilà, je ne suis plus rattaché à mes parents, même si je suis jeune. Donc je me représente en fait vis-à-vis des impôts et j'ai droit à des aides. Au final, j'avais pas droit d'aide, mais bon, bref, peu importe. Ça s'est imposé, puis en réalité, après, tu te dis, bon, va vraiment falloir trouver des solutions. Et je dormais à droite, à gauche, parfois dehors, parfois chez des potes, parfois dans des mini-hôtels crasseux. Et j'ai dû m'adapter au fur et à mesure pour pouvoir m'en sortir. Comment est-ce que tu as fait pour ne pas perdre espoir, pour ne pas perdre pied à ce moment-là? Parce que tu vois, tu me diras combien de temps ça a duré, mais je pense qu'au début, on peut essayer de se rassurer, d'être un peu dans le déni, dans une forme de déni qui nous permet de continuer chaque jour à se lever et à avancer. Mais au bout d'un moment, en fait, je pense que c'est très difficile parce que tu perds énormément confiance en toi, quoi. C'est dur, et pour être très franc, moi j'avais la chance d'être vraiment optimiste, et je suis toujours très optimiste. C'est-à-dire que même quand il m'arrive un drame, j'ai eu vraiment des gros problèmes dans ma vie, je reprends le sourire immédiatement et j'essaie de le prendre au second degré. Très jeune, vu la violence qu'il y avait dans le foyer, ma mère m'avait dit un truc, elle m'a dit, tu dois surtout pas montrer tes faiblesses et tu dois te créer une carapace émotionnelle. Et je l'ai pris un peu trop au pied de la lettre, et j'ai vraiment créé une sorte d'armure incroyable. C'est-à-dire que rien ne m'affectait. Je pouvais vivre les pires aventures, je restais vraiment stoïque, mais j'ai fait pas mal de travail après avec des psys, des trucs comme ça. J'ai réalisé que j'avais trop fermé. Tu vois, et à un moment, quand tu fermes trop, t'as plus d'empathie envers l'autre, tu ressens plus les émotions, alors que j'avais cette chance d'être plutôt hypersensible parce que quand j'étais jeune avec les violences, ça m'a fait une sorte de choc post-traumatique. Donc c'est un peu comme quand tu reviens de la guerre, t'as une zone du cerveau qui est beaucoup plus fragile, et la lumière, le son, les bruits, quand je parle à quelqu'un, je sais exactement ce qu'il pense parce que je capte, tu vois, les micro-messages. Et ça, je l'avais perdu parce que je m'étais renfermé. Et donc, en même temps, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que je restais optimiste et j'étais positif, je me projetais toujours très loin. Se projeter, c'est important, c'est-à-dire que tu penses pas à ce qui se passe aujourd'hui, tu te dis pense dans 10 ans. Et donc quand tu penses et que tu projettes, tu t'imagines des choses positives, ça fait du bien à ton ego, faut continuer à croire en soi, c'est super important. Moi je considère que vous êtes seul dans la vie, quoi. C'est-à-dire que ouais, ok, t'as des parents, t'as des sœurs, t'as des trucs, ouais, mais à un moment c'est toi et toi-même, quoi, tu vois. Donc il faut être capable quasiment d'être égoïste, égocentré, mais pas dans le sens négatif du terme, concentré sur son propre parcours de manière à pouvoir ensuite impacter celui des autres en rayonnant, mais à la base, si toi t'es malheureux, tu seras jamais heureux. C'est comme dans un couple, s'il y en a un qui est toujours malheureux, machin, qui fait pas d'efforts, à un moment il va saouler l'autre, quoi, tu vois. Donc évidemment les deux sont là pour se soutenir, mais il faut que tu travailles sur toi-même et pas que t'attendes l'infirmier ou l'infirmière qui va venir te sauver. Du coup, ça dure combien de temps ce passage à vide, on va dire, ce passage à la rue ? Ça dure bien 6 mois et après c'est une femme qui me sauve. En fait, ce qui est fou, c'est que moi les femmes m'ont toujours sauvé. Tu vois, c'est quand je prends mon parcours, c'est pour ça que j'ai un immense respect pour les femmes. Et d'ailleurs, je fais une collection d'art sur les femmes. Tu vois, c'est toujours quelque chose qui est en rapport avec la femme, parce que j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui ont eu de la peine, tu vois, qui ont senti mon mal-être et qui ont cru en moi, alors que mes propres parents n'y croyaient pas. Donc j'ai quelqu'un qui m'a hébergé, qui m'a croisé, c'est marrant, qui est venu me parler, on s'est mis ensemble, elle m'a hébergé. On s'est mis ensemble, genre. On s'est mis en couple quoi. ensemble, okay, ouais. Elle m'a hébergé, et puis c'est marrant parce que j'ai toujours attiré les filles très riches, bizarrement, tu vois. Parce qu'elles aimaient ça, on ne choisit pas, je crois. Hein. Elles aimaient bien un peu le côté bad boy, seul, brisé, tu vois, bon, on va l'aider à se réparer, machin. Okay. Donc j'avais toujours des filles qui avaient de l'argent, et du coup, c'était impressionnant parce que j'avais d'un côté, moi, vraiment rien, et puis de l'autre côté, ces personnes qui vivaient dans l'opulence, et donc je pense que ça nous a porté mutuellement. Et après, la vraie rencontre qui a changé ma vie, c'est une fille qui s'appelle Mélanie, c'était quelques années plus tard. Donc là, on parlait, je continue mes études, j'avais fait mon bac S, je faisais ma fac de droit, etc. Et donc je rencontre une fille qui a une histoire très difficile aussi, parce que famille turque, vraiment à l'ancienne, hardcore, bon bref, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Et elle me voit, on se parle, et elle me dit, je sens que tu as un gros potentiel et que tu vas faire des trucs énormes. À ce moment-là, j'avais perdu tout mon argent, j'en avais gagné beaucoup, j'avais tout reperdu. J'ai été plusieurs fois
ruiné, on va dire, tu vois, je montais très haut très vite, mais comme je faisais pas les bons choix et que je prenais des risques, je reperdais souvent, tu vois. Et donc là, bref, je venais de tout reperdre et j'étais vraiment à la dèche. Et cette fille que je connais depuis 2 heures va retirer le peu d'argent qu'elle avait sur son compte en banque, je crois qu'il y avait 3 000 euros, un truc comme ça, elle me les donne et elle me dit, je sais que t'en feras bon usage. Et elle travaille depuis 16 ans, elle est vendeuse, etc. Tu vois, c'est pas genre on lui a donné, c'est vraiment, elle s'est butée pour avoir cette oseille. Et en fait, à partir du moment où cette fille me fait ça, en fait, ça change complètement mes perspectives. La haine que j'ai à l'intérieur de moi, que j'ai toujours, je commence à la maîtriser. Et je me dis, il faut pas qu'elle me consume, mais plutôt que je l'utilise à bon escient, comme un moteur. Quand j'en ai besoin, je vais piocher à l'intérieur, mais c'est plus elle qui me dirige. Et là, après, j'ai la réussite, c'est un grand mot, chacun a sa propre définition, mais en tout cas, ça s'arrange pour moi, quoi, tu vois. Et je commence à réussir, je commence à faire des bons business, je commence à gagner de l'argent. Et ce qui est drôle, c'est que cette fille, aujourd'hui, même si on n'est plus ensemble en couple, on est toujours très proches, elle est ma meilleure amie. Elle est multimillionnaire avec moi parce qu'elle est dans tous mes business, elle est dans toutes mes startups, elle est dans tous mes immeubles. Dès que j'ai un immeuble, je lui donne des parts, des trucs. Et donc, cette fille qui était vouée comme moi, qui vivait en banlieue, qui était vouée à vraiment une vie de merde, bah aujourd'hui, tu vois, elle est plus riche que la plupart des gens qui nous regardaient même pas à l'époque, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que j'ai vu le regard des gens changer. Que ce soit le flic qui t'arrête dans la rue, jusque, tu vois, ton banquier, en passant par... Enfin, le regard change. Et ça, c'est la plus grande satisfaction, tu vois, d'avoir de l'argent aujourd'hui, d'avoir réussi, ce qu'on pourrait considérer en tout cas comme une réussite. C'est de pouvoir améliorer la vie de ceux qui m'entourent. Et typiquement, Mélanie, aujourd'hui, savoir qu'elle est à l'aise, qu'elle n'aura plus jamais de problème d'argent et qu'elle peut kiffer avec sa sœur, etc., je suis content. Tu vois, je me dis, c'est cool et je veux aller encore beaucoup plus haut pour avoir plus de soldats comme ça autour de moi qui vont profiter et qui en plus te restent ultra fidèles, loyaux, parce qu'ils savent que tu as été là et que tu parles pas pour rien. Donc tu vois, quand on fait un deal, on fait pas de contrat avec mes associés, mes trucs, on se connaît, on se fait confiance et ça c'est cool. C'est quelque chose que tu recommanderais pourtant aux autres parce qu'on entend souvent que même si c'est ta sœur, ton frère, ta meilleure amie, en fait il faut faire un pacte d'associés parce qu'il faut toujours penser au pire quand tout se passe bien. Là c'est vraiment pour les très très proches. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 personnes avec qui tu peux te conduire comme ça dans ta vie. Après, pour tout le reste, il faut faire des contrats. Toutes mes boîtes, j'ai des contrats ultra précis, t'as raison. Malheureusement, le juridique, c'est là pour prévoir le pire. Et en tant qu'investisseur, on a des pactes actionnaires, des term sheets extrêmement précises parce qu'on a tout vu. Des fondateurs, des frères qui se battent entre eux, un qui malheureusement se fait écraser par un camion, donc à un moment qui reprend le contrôle de la société. T'es obligé de tout baquer. Là, c'est vraiment une situation exceptionnelle et je pense être très chanceux parce que peu de gens peuvent se vanter d'avoir une relation aussi pure avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je sais dès à présent que je n'aurai plus jamais une rencontre ou une amitié de cette valeur, parce qu'à l'époque, j'avais rien. Donc, elle pouvait pas, je peux même pas douter de est-ce qu'elle est là pour mon argent ou pas, parce que je n'avais rien. Donc, si tu veux, c'était que pour moi. Alors, aujourd'hui, j'aurai toujours le doute, que ce soit avec une fille, que ce soit avec un mec, peu importe, j'aurai toujours le doute de me dire est-ce qu'il pense vraiment que je suis intelligent et que je suis un pote intéressant, ou est-ce que juste, tu vois, il veut... À part si c'est pas qui t'es. Tu vois, mais si tu voyages, le problème, c'est que quand on voyage, on est dans des super hôtels, machin. Donc ton lifestyle, ça se voit en fait. L'argent, ça se voit. Et les riches détectent l'argent. Ils voient les codes, tu vois. Donc, même si la personne ne le sait pas au début, elle va faire 3 trucs sur Google, tu vois, tu sais à un moment. Et puis, c'est des trucs qui parlent d'argent. C'est pas, je sais pas, t'es acteur, bon, t'as sûrement de l'argent, mais tu vois, c'est pas le premier truc qui te vient en tête. T'es chanteur, Mais quand tu dis t'es entrepreneur, investisseur, immédiatement, ça parle d'argent. Donc, les gens se disent, bon, bah... Et alors, pourquoi t'as pas fait d'études dans ce domaine-là si tu savais à 8 ans que tu voulais être homme d'affaires ? Parce que j'ai été très mal conseillé. Mes parents, je les blâme pas, les pauvres, j'ai pas envie de faire le mec qui tape dessus, mais avaient pas fait d'études. Et du coup, ils m'ont pas conseillé en tenant compte de ce que j'aimais, mais ils m'ont conseillé en fonction de ce qui était bien à l'époque, à savoir le bac scientifique. Et tout le monde faisait des bacs scientifiques. Quand t'avais des bonnes notes, moi j'avais la chance d'être un très bon élève. Enfin, je travaillais aussi, mais c'est vrai que j'avais quelques facilités. Et on m'a dit, tu vas faire un bac S, alors que je souffrais en maths, j'étais vraiment pas bon, tu vois, c'était les matières où je prenais zéro plaisir, j'y arrivais mais j'aimais pas ça, et j'étais très littéraire, j'adorais lire, j'adorais la philo, etc. Je me suis retrouvé à un lycée spécialisé en SSI, sciences de l'ingénieur, donc les mecs, tu vois, ils
ils étaient là, ils jouaient avec l'eau, ils essayaient de calculer combien de temps allait mettre le sucre à se diluer, puis ils faisaient des formules comme ça sur la page pendant le lunch, et moi j'ai regardé, j'étais là, ouais, vous voulez pas jouer au foot avec moi et tout. Enfin, tu vois, c'était vraiment T'es pas au bon endroit. J'étais pas au bon endroit, j'ai souffert, et j'ai vu à quel point, et ça c'est important, tu ne peux pas être bon partout. Et donc en fait, la première chose que tu dois faire dans la vie, c'est prendre conscience de ce que t'aimes déjà, et de tes forces. Parce qu'en réalité, ça sert à rien. Moi, par exemple, j'ai un sens de l'orientation atroce. Ah, moi aussi. C'est-à-dire que je pourrais jamais être taxi. Je suis nul en maths, en calcul mental. Il y a plein de trucs où t'es très mauvais. Bon, ne force pas. À part si tu me dis j'adore chanter, je chante très mal. Bon, je sais pas, c'est t'améliorer. Mais globalement, on a tous un talent. Il y a des gens qui disent oui, mais imagine, moi j'ai pas de talent, j'ai pas de chance. En fait, on a tous un talent. Alors, je dis pas que t'es forcément un génie dans quelque chose, mais t'es meilleur à l'oral qu'à l'écrit, ou alors tu déclenches de l'émotion quand tu vas prendre la parole, ou alors t'es très bon en géographie, ou alors bref, t'as toujours un truc, et c'est ça qu'il faut utiliser. Je sais plus pourquoi je disais ça, je pars toujours dans des... C'est le but sur le podcast, dans tous les sens. Non, mais c'est très intéressant, c'est un peu le mythe aussi de la vocation. J'ai l'impression qu'on entend un peu moins ce terme, mais moi quand j'étais enfant, j'entendais beaucoup de personnes qui disaient « Ah non, mais ma vocation, c'est ça », ou alors « Et quoi, c'est quoi ta passion ou ta vocation ?» Et c'était assez culpabilisant parce que du coup, je me disais « Mais j'en ai pas, enfin, je sais que j'adore lire, je sais que j'adore écrire. » Bon, du coup, moi, j'ai souhaité devenir journaliste, mais c'est vrai que je pense qu'il faut plus se demander qu'est-ce qu'on aime faire vraiment au quotidien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les jours. Et toi, au final, c'est ce que tu as fait, j'ai l'impression, en parallèle de tes études. T'as commencé, si je me souviens bien, à t'investir entre guillemets dans des projets immobiliers et c'était plus pour le côté business, quoi. Ouais, j'adorais ça, et je pense que les passions évoluent. Donc effectivement, une vocation, moi non plus, j'y crois pas. Surtout quand t'as 17 ans, on te dit alors qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux sauver les animaux, ou tu veux être médecin, ou tu veux... Enfin, et t'en sais rien en fait, tu vois, toi tu veux juste t'amuser le week-end. Et donc je pense qu'il faut regarder les activités qui t'attirent le plus naturellement quand t'as du temps libre. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce que j'adore dans cette nouvelle génération, c'est qu'à l'époque, on se moquait des geeks qui jouent aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ils sont millionnaires sur Twitch. À l'époque, on se moquait il y avait plein de trucs qu'on prenait de haut, et alors que ça a changé le regard de la société, le regard de la société. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt plouc, tu vois, de pas savoir te servir des réseaux sociaux, d'être complètement à la ramasse sur la technologie, alors qu'à l'époque, les parents nous disaient mais tu vas arrêter de regarder ton truc d'internet, ça sert à rien. Donc être capable de s'écouter, de se faire confiance, et surtout de pas surfer sur des trends, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui vont avoir la hype à un moment très précis. Admettons le Web3 par exemple, la crypto, tout le monde en a parlé, etc. Et il y en a plein qui se sont dit vas-y, je vais devenir influenceur en crypto. Sauf que la réalité, c'est quand le marché s'est écroulé, là ils se sont dit finalement la crypto c'est pas ouf, et ils vont changer. Et en fait, en voulant surfer sur trop de vagues, tu les loupes. C'est en étant vraiment passionné par ce que tu fais. Typiquement en Web3, Asher, je prends souvent son exemple parce que c'est parlant, il parlait du Bitcoin en 2014 quand c'était pas du tout sexy. Là c'est une énorme désillusion pour tout le marché. Il continue de parler du Bitcoin, quoi, tu vois, parce qu'il aime le Bitcoin, il aime la crypto, il aime la technologie, et tous les autres ils sont partis. Donc concentrez-vous sur ce qui vous plaît, et l'argent viendra assez naturellement, ou la réussite, ou peu importe ce que vous recherchez, parce que c'est plutôt une conséquence qu'une finalité. C'est-à-dire que parce que tu aimes ce que tu fais, tu vas être bon, tu vas plus travailler avec les autres, tu vas plus t'investir. Moi, honnêtement, j'ai un planning atroce. Il y a plein de gens qui seraient très malheureux de faire ce que je fais. Moi, je suis épanoui. C'est-à-dire que je le fais pas en me disant allez, serre les dents, ça va finir. Je suis très content, tu vois, de faire ce que je fais. Et ça, c'est la chance d'avoir su trouver son plaisir. Et c'est ce que j'invite vraiment à faire à tous ceux qui nous écoutent. Donc, c'est quoi les premières activités que tu mènes ? Est-ce que tu finis tes études déjà ? Je sais plus si tu as... Non, je fais tout en parallèle parce que j'avais besoin d'argent. Donc, j'ai fait une fac de droit parce que c'était gratuit aussi. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, l'école de commerce, c'est 10 000 € l'année. Donc, en fait, j'ai fait le calcul, ça faisait 50 000. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Aujourd'hui, ce qui me fait marrer, c'est que la plupart de mes potes ou qui ont des enfants vont les envoyer dans des écoles en Suisse, c'est 100 000 € l'année. Donc à l'époque, je savais même pas que ça existait. Là, j'ai un pote, il a 4 enfants, il met 400 000 par an juste pour l'éducation de ses enfants. Oh là là. Donc et qu'en fait, quand je vois ça et je me dis ça va durer 5 ans, je me dis il y a quand même des familles qui vont avoir, et c'est là où l'inégalité pour moi est très frappante, hein. C'est-à-dire que je suis, encore une fois, je veux pas qu'on pense que je suis de mec de gauche et tout, parce que c'est pas vrai, tu vois. Je pense que tout le monde peut y arriver. Mais t'as des causes qui te tiennent à cœur, et mais vraiment les inégalités, quoi. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois, et c'est pas une critique, moi je ferais pareil, c'est-à-dire que mes enfants, évidemment que je vais les mettre à l'aise et que je vais faire en sorte qu'ils aient les meilleures éducations et compagnie, tu vois. Je suis pas en train de dire que je vais les envoyer
dans une école pourrie et tout, bref, peu importe. Mais quand tu vois qu'il y a une famille qui peut mettre 2 millions dans les études de leurs enfants et une autre qui va pas pouvoir bien le nourrir à la fin du mois, tu te dis en fait comment tu veux que ces 2 enfants ils aient une quelconque égalité des chances. C'est une énorme blague supercherie, tu vois, l'égalité des chances en France, ça n'existe pas. Quand tu as été dans un lycée public, comme c'est mon cas, collège public, les profs, ils étaient jamais là, versus l'école privée que tu payes une tonne avec les professeurs particuliers qui viennent à la maison avant que tu ailles faire du cheval, tu vois, le samedi, quoi. Tu peux pas lutter, c'est impossible, et c'est pas grave, tu vois, je suis pas en train de dire rien, mais juste, il faut prévoir certains changements, et je pense que si on ne les propose pas rapidement, le peuple va les imposer. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est assez dissonant avec le discours que tu tiens sur les réseaux sociaux, qui est quand même beaucoup de l'incitation à ne pas se plaindre, à se bouger parce que sinon personne d'autre ne le fera, à se répéter qu'en fait impossible voilà, n'est pas un mot, qu'il y a juste le mot possible dedans. Enfin, là j'entends quand même que tu reconnais le fait qu'il y a une inégalité des chances. Donc qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui font partie de ces milieux sociaux moins favorisés pour réussir à s'en extraire? Je dirais que c'est vraiment possible de faire de grandes choses, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux c'est souvent très court les interventions, donc t'es toujours un peu le cliché de toi-même, c'est-à-dire que t'as 8 secondes pour dire un truc, bon tu vas pas aller dans la subtilité ou dans la nuance, et en fait je pense que mon rôle c'est de donner de l'espoir. Et je me vois pas dire à des jeunes, vous savez, ça va être quand même très compliqué pour vous, mais vous pouvez essayer. En fait, non. Je leur dis, vas-y, fais-le, c'est possible, tu vas y arriver, si t'es prêt à prendre les risques nécessaires. Parce qu'évidemment, pour toi, faut pas se voiler la face, tu vas pas être aidé, t'as pas de réseau, tu vas avoir des difficultés à lever des fonds. Mais malgré tout, ça reste possible. Moi, il y a un truc qui me traumatise, c'est Calimero. Tu vois, c'est ce que j'appelle le truc Calimero, des gens qui disent j'ai pas de chance. Mon père était comme ça m'a toujours traumatisé. Tu vois, mon père, oui, non, mais le monde est contre moi, et machin, lui, il est méchant, et lui, même pas. Enfin, c'était un truc de ouf, tu vois. Et je trouve que si tu te mets dans une forme de négativité, je sais pas si ça se dit. D'apitoiement, quoi. Ouais, ou d'apitoiement. En fait, tu vas te faire écraser par le monde parce que je pense que le monde extérieur est dur. Et on le voit quand t'es à l'école, il y a toujours les mecs qui vont harceler les gonzesses, il y a toujours la personne qui va dire que toi t'es moche, toi t'es con, toi t'es ci, toi t'es... Enfin, même moi quand j'étais jeune, comme j'étais bizarre, il y a plein de gens qui me comprenaient pas, qui me disaient attends, faut pas lui parler, il est chelou, tu vois, j'étais toujours perché moi dans mes trucs. Et donc le monde est naturellement méchant, tu vois, un enfant il a pas été formaté encore à 7 ans, c'est pas ses parents qui lui ont dit défonce, non, c'est naturellement l'humain, tu vois, quand il a un pouvoir et qu'il peut être supérieur à quelqu'un, il est supérieur, il l'écrase. Ouais. C'est comme ça. Pourquoi tous les politiciens, faut pas faire de généralité, mais pourquoi la plupart des politiciens ou des hommes de pouvoir deviennent des gros porcs? C'est parce qu'à un moment ils ont toujours l'habitude, tu vois, d'avoir des oui en face d'eux, et donc ils ne peuvent plus comprendre le non, tu vois, parce que pour eux c'est devenu une évidence. Et bon, il y a 10 000 histoires, ça sert à rien d'en citer, mais je pense que le pouvoir c'est quelque chose de super malsain et qu'il faut pas l'aimer, il faut toujours le garder à distance, et c'est pour ça que moi je m'impose un rythme de vie en vrai qui est très bizarre, et les gens qui me connaissent le savent, c'est pas des conneries, c'est que je vis dans mon appartement, je sors quasiment pas, j'évite au maximum les sorties dans le monde extérieur et tout, parce que tout ça me fait peur en fait, tu vois. Je préfère vivre un peu comme mon père qui était agoraphobe, je pense que j'ai des traits, tu vois, qui ressortent, mais c'est ma manière d'être équilibré et de pas céder, tu vois, à cette folie, parce qu'en fait c'est trop facile quand t'as de l'argent de faire n'importe quoi, tu vois. Mais donc en fait c'est fou, oui, c'est presque, j'ai l'impression, comme les personnes qui s'empêchent d'aimer par peur de souffrir. Ouais, c'est un peu ça. Moi je suis addictif, tu vois, je suis très sensible à l'addiction, c'est-à-dire que c'est pour ça que je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, j'évite au max tout ce qui peut être addictif, parce que je tombe immédiatement dedans. Moi, je suis un mec extrême. C'est-à-dire que je suis toujours blanc ou noir, je suis pas, tu vois, tiède. Et en fait, je le voyais quand je prenais de l'alcool, que je buvais de l'alcool, tout de suite, j'avais envie de boire beaucoup, de me faire mal, tu vois. Si je vais essayer de la drogue, je vais me défoncer aussi. Je suis toujours dans l'extrême. Et en fait, comme je sais que le mal me guette, tant que j'ai pas... le mal rôde autour de toi. Non, mais je sais qu'il me regarde là, tu vois, en ce moment même. Je t'assure, je le sens. Et je sais qu'en fait, j'ai, comme tout le monde, une part d'ombre et que je veux pas retourner dans cette ombre-là, tu vois. Et c'est pour ça que je me pose même la question, parfois, est-ce que je dois stopper
la dynastie, tu vois, des Bourbons, parce qu'on a dans les gènes un truc, tu vois, qui est différent. Tu viens de la dynastie des Bourbons ou non, c'est une 2.0, d'accord, parce qu'il en existe vraiment une, hein. Les pauvres qui sont redevenus riches. Il y a les deux Bourbons de Parme, mais moi, c'est les vrais pauvres. Moi, c'est les Bourbons fauchés. Et c'est marrant parce que pour avoir reçu pas mal de psychiatres ou de personnes très spirituelles aussi dans ce podcast, la plupart te diraient qu'au contraire, il faut apprendre à accepter cette part d'ombre plutôt que d'essayer de la fuir. Parce qu'au final, si tu as peur de quelque chose, c'est elle qui te domine. Tu vois, est-ce qu'un jour, il ne faudra pas qu'au contraire, tu affrontes ces addictions ou ces risques pour apprendre à les maîtriser, plutôt que, entre guillemets, juste de fuir? Non, c'est vrai, j'ai plein de potes qui sont vraiment beaucoup dans la méditation, tous ces trucs de chaman et tout. Et quand j'essaie de méditer avec eux, en fait, je vomis. Pour te dire à quel point c'est hardcore mon problème, tu vois. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre des médicaments pour me tempérer, me lisser un petit peu. Donc t'es hyper actif ? Ouais, je suis hyper actif, hyper sensible, j'ai tous les trucs, je suis drogué à l'adrénaline, donc je prends des gros traitements, tu vois, je prends des bêta-bloquants pour que mon cœur il batte moins vite. On a fait des études, plein de prises de sang, de trucs. C'est comme si j'avais 20 tasses de café constamment dans le corps. Okay. Donc je suis surexcité, si tu veux. Donc tu bois pas de café, j'imagine. Impossible de boire un café. Si je mange une fraise après-midi, je dors pas en fait. C'est vraiment en fait la moindre vitamine va tout amplifier. Donc c'est pour ça que tout est plus fort pour moi. C'est-à-dire que l'amour est plus fort, la haine est plus forte, tout est plus fort, tu vois. Et donc j'essaye au maximum de lisser ma vie de manière à pas avoir de up and down, sinon je serais très cyclique en fait. J'ai beaucoup de problèmes. Quand je l'ai dit comme ça, je dis waouh, c'est vrai que c'est chaud. Bah ouais, mais bon après je te dis, on a tous nos problèmes, mais au moins tu réussis quand même à en faire une force. Et je sais pas s'il faut apprendre forcément à les lisser, tu vois. Et c'est toi-même, j'ai vu un contenu où tu disais, au contraire, on devrait pas cacher sa différence et on devrait la célébrer, on devrait la revendiquer. Donc est-ce que c'est pas la société qui nous demande d'être toujours dans une forme d'équilibre ? Je pense que certains, au contraire, tant que c'est pas une maladie mentale comme la bipolarité, tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ressentir tout très fort et qui seraient très malheureux d'être toujours, on va dire, dans une espèce de moyenne. Mais je pense que quand je parle de moyenne, c'est déjà fort pour les autres, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui me voient au quotidien me trouvent beaucoup plus heureux, épanoui depuis que j'ai ce traitement, parce que je suis moins dans l'extrême, et donc en fait j'allais avoir une joie extrême mais après une déception extrême, et donc tu vois c'était beaucoup plus fatigant de faire des vagues, alors que là je commence à apprécier les choses simples, je commence à bien gérer, tu vois, l'énervement. Là il y a 2-3 jours il m'est arrivé un truc, tu vois, à l'époque j'aurais pété un câble, j'aurais été hyper violent, et en fait tu vois, je relativise le truc, tu vois, une sorte de trahison business pour faire ça, bon bref, peu importe. Et donc ouais, j'apprends, et c'est ça que je trouve très cool dans l'humain ou chez l'humain, c'est cette capacité à évoluer. Et je pense que le seul combat que tu dois mener, c'est avec toi-même, tu vois. Et plutôt que de te comparer, moi, tu vois, je me dis pas, je veux être plus riche que mon pote. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs, je veux avoir 1 milliard là rapidement, mais c'est pas parce qu'un pote a 900 millions. J'ai un truc en tête, parce que quand j'étais jeune, quelqu'un avait dit c'est impossible d'avoir 1 milliard si t'es pas riche de base, de naissance. Et ça m'avait marqué. Et en fait, je veux juste moi me prouver que je peux le faire, tu vois, mais ça m'amuse en fait, c'est un défi. Et sûrement quand je l'aurai, je sais pas, je donnerai l'argent ou je m'en fous, tu vois, c'est même pas pour l'avoir, quoi. Moi, je me pose quand même une question. C'est pourquoi tu te lèves le matin ? Bah justement, pour pouvoir faire ma révolution, je t'assure que je kifferai. Je veux pas tomber dans la politique parce que jurisprudence Bernard Tapie, on a vu ce que ça a donné, il a tout perdu, et je pense que la politique c'est un monde encore plus de requins et de vicieux que le business, tu vois. Forcément, on fréquente quelques hommes politiques et tout, et franchement, ça me dégoûte. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse de ce que je suis. Moi, je suis très vrai, authentique. Tu vois, ce que je te dis là, c'est vraiment ce que je pense. J'ai pas quelqu'un, tu vois, qui me dit quoi dire. J'ai rien préparé. Tu m'as pas envoyé de questions. Alors que l'homme politique, il va avoir une place à gauche qui est libre, il va dire un truc de gauche. Si après il y a un truc à droite, on l'a vu là, c'est les chaises musicales le truc, tu vois. Et donc la politique me dégoûte profondément, et je pense qu'on va voir de notre vivant, de notre génération, un bouleversement majeur où le peuple va reprendre le pouvoir et où toutes ces strates, gauche, droite, machin, va exploser. Et à ce moment-là, peut-être que tu vois, ça m'intéressera.
Écoute, on te le souhaite parce que je pense qu'en effet, c'est aussi, il faut le voir comme une opportunité business, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à un besoin et adresser ce besoin. Si on voit que la politique, elle est en besoin de reconsidération, de restructuration, il faut des personnes aussi pour se lancer dans ce combat. Donc, on espère que tu le feras. Mais du coup, tu lances Feed en 2017, je crois. Ouais. Donc, ça va faire ça va faire 6 ans. Pourquoi Feed? Pourquoi ce projet? Et aussi, comment se passent les premiers jours? Parce que, comme tu l'as dit, c'est très difficile de lever des fonds quand on n'a pas de réseau à la base, quand on n'a pas de moyens. Donc, je me demande comment tu allais chercher, je crois, c'est 500 000 euros pour le premier tour de levée. Yes. Feed, ça s'est imposé assez naturellement à moi. Je pense que l'entrepreneuriat, tu l'as très bien dit, c'est répondre à un besoin. Et donc la meilleure manière de trouver un business, c'est de regarder ce que tu aimerais avoir mais que tu ne peux pas utiliser autour de toi. Et moi, typiquement, je déteste faire à manger, je déteste cuisiner et je déteste que ma copine cuisine pour moi. Tu vois, je sais pas, je trouve ça choquant. Mon père était contrôleur et se levait à 2h du matin souvent pour aller à son boulot. Et ma mère se levait 1 heure avant pour lui préparer sa bouffe, tu vois. Et ça m'a toujours interpellé, j'ai toujours trouvé ça chelou. Et donc, du coup, je me nourrissais mal, j'avais perdu du poids et tout, parce que je mangeais des pâtes, des pizzas surgelées, tu vois, des trucs vraiment pas équilibrés. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je trouve une solution pour avoir tous les ingrédients nécessaires dans un format pratique et idéalement pas cher, tu vois. Et donc, je me suis amusé à faire une formule sur Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain. Alors, on a tous à peu près les mêmes besoins, hein. C'est macronutriments, micronutriments, protéines, fibres, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et en jouant avec des farines, flocons d'avoine, graines de sarrasin, d'huile d'olive, les cases se complétaient toutes seules, tu vois, et jusqu'à atteindre la formule parfaite sur le papier. Et après, je le mélangeais avec de l'eau, je le buvais. Alors, au début, c'était évidemment pas bon parce que, tu vois, c'était très céréalier, c'était vraiment hardcore. Mais comme tu avais un index glycémique très bas, c'est-à-dire que ça me répartissait les nutriments pendant de longues heures. C'est un peu l'inverse d'un pic de glycémie que tu vas voir si tu vas dans un fast-food. Tu vas avoir l'impression d'avoir bien mangé et 2 heures après, t'as faim parce que ça a lancé ta glycémie et donc du coup, tu digères extrêmement vite. Donc sur le papier, ça fonctionnait bien. Et après, j'ai travaillé les recettes avec des ingénieurs agro, etc. Et là, je me suis dit, vas-y, on va en faire un business. Ça n'existait pas en France. Il y avait une marque qui s'appelait Soylent aux États-Unis qui avait déjà levé 100 millions d'euros. Je me suis dit, bon, c'est plutôt intéressant. C'est que ça doit marcher. Et j'ai été faire le tour des investisseurs à Paris. T'en connaissais du coup à l'époque? Non, j'en connaissais pas et c'est pour ça il faut créer ta chance. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 26 ans ou 27 ans, okay. Comme ça. Et on me propose de faire une conférence sur la food tech. Tu vois, donc ça c'était su que j'avais lancé Feed, j'avais fait un peu de presse, un peu de trucs, mais vraiment rien de fou. Je l'avais fait vraiment à l'arrache. Je connaissais personne à ce moment-là. Je connaissais même. D'ailleurs, j'avais jamais été à Paris, quoi. Et on me propose de faire une conférence sur la food tech. Je la fais. Et je pense qu'il faut toujours essayer de faire son maximum dans la vie parce que tu as 0 regret et surtout tu peux déclencher quelque chose. Et donc, comme tout ce que je fais, j'arrive là-bas ultra préparé et je fais une bonne prestation. C'est-à-dire que tu vois, je mets une grosse purée alors que c'est un truc pourri. Tu vois, c'est vraiment une conférence, il y a 10 personnes dans la salle. C'est que j'arrive là, je dis oh putain, fais chier. J'avais vraiment perdu du temps, j'ai fait un aller-retour en train et tout. Mais en fait, comme je fais quand même une bonne prestation, il y a une personne dans la salle en fait qui est un business angel et qui me dit ça te dirait de venir pitcher, on a un club de BA et peut-être qu'on pourrait regarder ton truc. Et donc là, pareil, je fais un deuxième rendez-vous, je défonce le truc et je déclenche une émotion. Et je pense vraiment que c'est le message à garder si tu veux lever des fonds, c'est ne vends pas ton produit, vends plutôt ton histoire, quoi. Parce qu'en réalité, en parallèle de Feed, il y a 3-4 marques en France au moins qui sont lancées, qui ont fait exactement la même chose que nous. Il y en a même qui étaient là avant. J'ai dit que ça n'existait pas, mais il y en a un, ça faisait 2 ans qu'il était là. Sauf qu'ils sont tous morts. Pourquoi ? Parce qu'ils vendaient un repas complet. Nous, on vendait pas un repas complet, on vendait un état d'esprit. On disait, l'humain doit pouvoir avoir un potentiel exceptionnel, doit pouvoir faire de belles choses et devrait se concentrer plutôt sur sa passion. Peut-être que c'est la lecture, peut-être que c'est la peinture, peut-être que c'est, j'en sais rien, marcher, travailler et manger un feed en 5 minutes ou pendant son activité et profiter de sa pause le midi, par exemple. Et là, du coup, on a embarqué des gens, on a levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis 15 millions. On a fait rentrer Pepsi au capital, qui est le plus gros acteur de la food dans le monde, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec Nestlé. Et donc, du coup, en fait, c'est une histoire folle, parce qu'on part d'un truc où j'ai des photos, je te montrerai après, c'est moi qui fais des photomontages tout dégueulasses, avec des flocons d'avoine sur une bouteille qui est blanche, où je vais coller un logo par-dessus avant d'aller pitcher. Et après, là, je me retrouve, j'ai un board maintenant trimestriel avec le CEO monde de Pepsi.
qui vient d'injecter et qui, tu vois, à terme, a vocation à ce que Fit soit une belle réussite, quoi, on va dire. Donc, tout peut aller extrêmement vite si tu mets de l'énergie, que tu mets de la motivation, de l'ambition. C'est plus ou moins facile et il y a beaucoup d'échecs. Là, on parle de Fit, ça paraît ouf, des valorisations de dingue, je fais des cash out, donc je gagne de l'argent, machin. Mais la réalité, c'est que j'ai échoué 10 fois, tu vois, avant Feed. Et qu'est-ce que tu retires justement de ces 10 échecs ? Je retire que t'as pas vraiment d'échecs, t'as que des apprentissages, c'est un peu cliché, mais c'est vrai en fait. Tu apprends beaucoup plus de tes échecs que de tes victoires. Parce qu'en fait, une victoire n'est pas reproductible. C'est-à-dire que si tu fais exactement les mêmes choses qui t'ont mené à la réussite une fois, tu ne réussiras sûrement pas. Par contre, si tu refais les mêmes choses qui t'ont mené à l'échec, là tu vas rééchouer à coup sûr. Il y a un échec en particulier que tu as en tête, peut-être que tu peux nous partager, ou maintenant avec le recul, tu te dis là, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon tellement de fois que franchement j'ai du mal à choisir. Tu vois, j'ai pas été bon déjà au moment où j'étais jeune, quand ma mère était fragilisée, tu vois, j'aurais peut-être dû plus l'aider. Moi aussi j'étais trop dans la haine, j'avais trop machin, tu vois, on s'est pas compris et c'est un échec, tu vois, parce que concrètement moi j'ai du mal avec le pardon. Et donc je sais, tu vois, qu'on n'aura plus de relation, ma mère et moi. Et en fait c'est quelque part un échec grave parce que t'as qu'une mère. Et donc sûrement si le jour où elle décédera, je m'en voudrais, tu vois, mais je sais aussi que je suis très dur et que je pardonne pas certaines choses. Donc ça c'est un échec à mon avis qui est lourd. Et puis après j'ai fait des échecs business où ouais, je me suis précipité, je me suis associé avec les mauvaises personnes. L'appât du gain, c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que l'argent, encore une fois, ça doit pas être l'objectif. C'est un levier. Mais si vous ne pensez qu'à l'argent, vous allez le perdre et vous allez vous associer avec de mauvaises personnes. Vous n'allez pas être patient. C'était mon cas, j'étais trop impatient, je voulais trop gagner trop vite. Alors qu'en fait, une belle réussite, ça se construit sur 10, 15, 20 ans. Et il n'y a pas de précipitation à avoir parce qu'encore une fois, comme tu n'es pas dans la comparaison, tu t'en fous que ton pote, il ait réussi avant toi. Le founder de Burger King, de KFC, pardon, il a fait ça à 65 ans ou 66. Et il kiffe parce qu'en fait, jusqu'à 65 ans, il s'est éclaté à faire plein de business. Et donc, même si il vivait comme un pauvre, mais il kiffait ce qu'il faisait, tu vois. Moi, j'ai aucun problème à vivre comme un pauvre. Et c'est pour ça, parce que je suis pas dépendant de l'argent. Si demain, je perds tout, honnêtement, je suis ultra détendu. Parce que je sais que je vais en regagner. Parce que je kiffe ça et que je vais réussir. Et que, tu vois, tu dois trouver ce plaisir dans ta souffrance. Et je pense que c'est un peu comme dans le sport, si tu veux réussir à être bon dans ton sport, tu dois aimer te faire mal à un moment, mais de manière positive. Tu dois pas être un drogué, tu vois, en mode te détruire, te blesser, mais tu dois aimer aussi repousser tes limites. Moi, j'adore me dire que chaque année, je deviens une meilleure version, tu vois, de ce que je suis et un meilleur Anthony. Et franchement, aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'étais, tu vois, il y a 10 ans. J'ai honte de ce que j'étais à 5 ans et sûrement que dans 10 ans je me dirais au moment où tu parlais dans ce micro t'étais encore un petit con ou t'étais ci ou t'étais là, tu vois, mais c'est ça qui est cool de te dire que tu peux toujours t'améliorer. Et comment est-ce que tu t'améliores ? Comment est-ce que tu fais en sorte d'être un peu plus fier chaque année de qui tu es ? Déjà, j'essaie de lire beaucoup de livres, de biographies, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie. Alors moi, je crois pas trop, je suis pas trop dans la religion et tout ça. J'y ai pas passé assez de temps. En réalité, je suis pas assez spirituel. Je pense que c'est un de mes défauts, tu vois, que je dois travailler, parce que j'ai peur de découvrir certains trucs. Je pense, j'ai beaucoup d'amis qui font ayahuasca, tous ces délires. Moi, ça me fait peur, tu vois. Je veux pas aller dans cette branche-là parce que je pense qu'il y a des trucs que je dois pas déclencher. Et comme là, j'ai un équilibre à peu près correct, je veux pas prendre le moindre risque, tu vois. Mais spirituel, il va falloir que je m'y concentre après. Je veux d'abord atteindre mes objectifs. Mais c'était quoi ta question ? Ma question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte d'être un peu plus fier chaque année d'Anthony ? Mais lire des bouquins, parce qu'effectivement, on n'a qu'une vie, à mon sens. Et donc, l'expérience que tu vas accumuler dans une vie, elle n'est pas suffisante si tu veux faire des choses incroyables. Donc, pour avoir plus de vie, en réalité, il faut lire des biographies parce que du coup, tu lis une vie. Et c'est toujours les mêmes leçons qui ressortent. C'est ça qui est incroyable, c'est que les addictions, la drogue, la violence, machin, c'est ce qui va te perdre. Ce qui va te réussir, c'est le travail, la motivation, être heureux, bien t'entourer, renvoyer l'ascenseur autour de toi. Et donc du coup, j'essaie d'apprendre, j'essaie de regarder ce qu'il y a de bien autour de moi, et j'essaie de m'inspirer des gens, et il y en a plein qui font des choses incroyables. Et en fait, je vois vite, tu vois, le bonheur que tu dégages aussi aux gens qui t'entourent, c'est important, tu vois, parce que c'est agréable quand quelqu'un me dit « Putain, en ce moment, je trouve que t'es bien, t'es équilibré, regarde, t'as aidé un tel, c'était cool. » Tu le ressens, en fait, si t'es une meilleure personne, je pense. Donc après, j'ai pas vraiment des critères, tu vois, Moi, je suis assez un peu à l'ancienne, très familial, rapproché, tu vois, c'est-à-dire que j'essaie pas de changer le monde.
J'essaie plutôt de changer mon entourage et de l'améliorer et que les gens soient épanouis autour de moi. Et même si je touche que 10 personnes, ces 10 personnes, je vais vraiment les toucher. Tu vois, c'est-à-dire qu'un truc que j'ai beaucoup aimé, là, qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, on m'a dit je kiffe être ami avec toi parce que quand tu es là, je me sens vivant et on croit en nous quand on est à tes côtés. Tu vois, et ça, je kiffe même dans mon équipe, avoir des gens à qui je dis t'as un potentiel de ouf, tu peux faire de belles choses et les pousser, tu vois, vers le haut, les pousser à faire plus. Ça, je trouve ça sympa. Et puis, tu vois, moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Il y a 2 ans, j'avais même pas Instagram, j'avais rien du tout. Au contraire, je vivais vraiment caché. Et je trouve ça cool de pouvoir avoir un impact positif, en tout cas essayer de donner des valeurs, tu vois, qui me semblent saines, et de dire aux jeunes, vous pouvez travailler, regardez l'entrepreneuriat, c'est cool, machin, sans faire de la bienveillance excessive, tu vois. C'est souvent ce qu'on me reproche dans Qui veut être mon associé, d'ailleurs, d'être un peu dur, d'être machin. Mais c'est parce que le monde est dur, quoi. Tu vois, il faut pas dire aux gens, Nala, t'es trop fort, t'es trop beau, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Non, en fait, c'est ton business model, il est pourri, quoi. Tu vois. Donc, tu vas perdre du temps et tu vas faire perdre de l'argent à ta famille, ton enfant, il va mal manger, juste parce que ton idée, elle est pétée, quoi. Donc, vaut mieux que je te dise que ton idée, elle est pétée. C'est parce que je t'aime que je te le dis. Mais bon, bref, voilà. Bah, c'est que la forme, aujourd'hui, compte presque plus que le fond. Donc, tu n'as peut-être pas les codes qu'ont les autres présentateurs. Et puis, écoute, au moins, tu restes fidèle à toi-même. Quel est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que tu admires le plus aujourd'hui ? Moi, ce que j'admire le plus, alors c'est un peu paradoxal, mais c'est ceux qui sont dans la galère et dans le dur. Quand je vois des gens venir dans mon bureau avec le fonds de dotation, là, me raconter leurs histoires toutes plus horribles les unes que les autres, mais qui gardent le sourire et qui me disent je vais y arriver, ça je kiffe. Ça j'adore. En fait, sinon je te dis Elon Musk, mais tu vois, je veux dire, c'est cliché. Elon Musk, il a tout changé, il a déjà réussi, c'est le plus riche du monde, il a un impact. Alors évidemment, il y a des sujets, comment il traite ses équipes, ses machins, mais d'un point de vue business entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui révolutionne le monde, tu vois, avec des méthodes forcément un peu à l'ancienne. Mais le mec va envoyer l'humain sur la Lune, sur Mars. D'un point de vue entrepreneurial, c'est gros, tu vois, ce qu'il fait. Mais en réalité, la vraie beauté, je pense, viendra du bas. Et plutôt que de parler de licorne, typiquement en France, où on va te dire, alors une licorne, c'est une société qui vaut plus d'1 milliard d'euros. On en a une trentaine aujourd'hui en France, donc de start-up, 1 milliard d'euros dans les 10 ans post-création. Donc c'est des grosses startups. Moi je parlerai plutôt de toutes les petites boîtes qui créent de l'emploi en France et je trouve que c'est un chiffre beaucoup plus intéressant de te dire tu as 200 000 nouvelles créations cette année avec 3 employés plutôt que de dire on a 10 licornes qui ont levé 400 millions d'euros sur des valorisations qui n'ont aucun sens mathématique juste parce que des fonds d'investissement avaient trop de dry powder, donc trop d'oseille à dépenser. Tu vois, j'aime penser par le bas parce que je suis un mec qui vient profondément du peuple et je sais que la force vient d'en bas. Et typiquement, tu vois, ma nouvelle boîte là que je viens de lancer qui s'appelle Blast, c'est un club d'investissement où les gens particuliers qui ont vraiment aucun réseau peuvent investir à mes côtés dans les meilleurs deals startup. C'est-à-dire que moi, je vais mettre de l'argent dans une boîte et eux peuvent mettre de l'argent. Et en fait, quand j'en ai parlé, les fonds d'investissement me disaient « Mais tu sais, Blast, vous aurez jamais des gros montants à déployer. » Mais en réalité, en 2023, on va déployer 100 millions d'euros. Juste avec l'argent du peuple. Parce qu'en réalité, quand tu mets la masse et que tu l'accumules, la puissance de frappe est sans commune mesure. Et typiquement, tu vois, c'est pas du tout ce que je prône, hein, attention, mais si le peuple veut prendre l'Élysée, ils vont prendre l'Élysée. Hein. Même s'ils ont 300, 500, 1000 militaires, si tu as 12 millions de personnes qui débarquent devant l'Élysée, ils vont prendre l'Élysée. Hein. Donc la force du nombre, on ne se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel et c'est ce que je vais essayer de déclencher. Tu connais Lita.co ? Ouais. Parce que je pense que l'épisode sortira un peu plus tard, mais j'ai reçu Eva Sadoun du coup aussi sur InPower, et qui en effet avait ce même constat qui était que les particuliers n'avaient pas le droit vraiment d'investir dans des boîtes. Et donc elle propose en effet à tous les particuliers d'investir dans des boîtes à impact. Ça te touche, toi, le sujet de l'environnement, de l'impact ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Comme d'habitude, je vais être très franc. Ouais, sois franc, c'est le but. C'est pas ma priorité. Nous, Blast, c'est très financier. C'est-à-dire que je dois faire gagner beaucoup d'argent à mes membres. Pourquoi ? Parce que je kiffe me dire que quelqu'un qui vient d'en bas et qui a économisé 10 000 euros peut potentiellement devenir riche. Alors attention, tout le monde ne deviendra pas riche, on ne peut pas se projeter dans l'avenir, les performances du passé ne présument pas de l'avenir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les dossiers que j'ai en start-up et les multiples impressionnants que peuvent faire certaines boîtes, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir rendre riches les Français, de pouvoir les faire participer à cette aventure entrepreneuriale, les éduquer, leur apporter du contenu pour leur expliquer comment on fait une due diligence, comment on investit dans une boîte. Donc mon premier focus, c'est est-ce que cette boîte
peut nous apporter un multiple financier. L'impact, si tu veux, ça suit assez naturellement. Pourquoi ? Parce qu'une boîte qui peut réussir doit avoir de l'impact aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une époque de consommation comme dans les années 80 où tu vas acheter un vêtement parce qu'il te plaît et que tu le changeras dans 2 semaines. Tu vois, la fast fashion, on a vu l'impact que ça a. C'est la 3e industrie la plus polluante dans le monde. Ou la 2e, t'imagines, encore pire. Et on voit que ce mode de consommation, il plaît plus à personne. Tu vois, les grandes... Enfin, ça marche encore, mais les jeunes ont une prise de conscience. Ils ont en effet plus de connaissances. Et ça, je le vois, c'est flagrant. C'est-à-dire que quand tu montes une start-up, s'il n'y a pas un impact sociétal ou un impact sur l'écosystème, les investisseurs sont pas séduits. Aujourd'hui, tout vient de l'argent pour moi. C'est-à-dire que l'argent dirige les choix. Et les investisseurs qui ont de l'argent sont jeunes, bien éduqués, et sont sensibles à cette cause de la planète, tu vois, beaucoup plus en tout cas que nos parents. Et du coup, on va avoir tendance à investir notre argent dans des choses qui ont de l'avenir. Et c'est pour ça que je suis toujours ravi de voir des nouvelles marques qui essaient de réinventer les modes de consommation, qui essaient d'avoir un impact, même si c'est très compliqué de lutter contre des grands groupes industriels qui vont faire fabriquer leurs fringues en Chine par des petits-enfants, des t-shirts à 2,50 € qui forcément, au bout de 3 semaines, sont à jeter, quoi, tu vois. Non, mais c'est sûr que en fait, c'est un discours qu'il faut savoir entendre dans le sens où la priorité, c'est du coup d'aider des personnes à déjà s'enrichir pour qu'ensuite ils puissent potentiellement avoir un impact. Mais c'est vrai que je trouve ça bien qu'il y ait aujourd'hui des entrepreneurs qui se disent on peut allier les deux. Et en fait, l'un va souvent avec l'autre parce que même si en effet la nouvelle génération se pose plus ces questions, tu vois que je crois que les 2 boîtes les plus valorisées en bourse, ça reste Apple et Amazon, quoi. Donc c'est quand même 2 grosses catastrophes écologiques. Et donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des entrepreneurs aujourd'hui, non seulement de passer le message, mais aussi d'investir dans des boîtes qui justement peut-être rivaliseront demain avec Apple et Amazon en proposant des alternatives beaucoup plus éthiques, quoi. Ouais, je suis d'accord. Puis derrière, tu as LVMH qui est pas loin. Donc c'est sûr qu'il y a du travail, mais c'est cool d'avoir cet espoir-là et de voir quand même que les modes de consommation évoluent, même si, et tu as raison de le souligner, nous on est quand même dans notre microcosme parisien. C'est-à-dire qu'à Paris, on a l'impression que tout le monde est vegan, fait attention, s'habille éco-responsable. La réalité, c'est que je regardais encore les chiffres hier des produits les plus consommés en France, en GMS, c'est le whisky, le Ricard, le Nutella. Enfin, c'est que des trucs hardcore. Donc, en fait, la province est quand même toujours un cran derrière la capitale, hein, malheureusement. Et il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Je voulais parler un peu aussi de Feed et des années qui t'ont mené jusqu'ici. J'ai vu que pendant le Covid, vous avez dû beaucoup restructurer. Notamment, tu vas nous en parler, parce que d'un côté, les supermarchés étaient ouverts, mais peut-être du coup, les gens avaient plus le temps de cuisiner, donc votre produit était peut-être moins adapté, et que tu as dit qu'au final, c'était une chance. Pourquoi il a fallu attendre, on va dire, cette crise pour que Feed en fait, devienne enfin rentable ? Le monde des startups est paradoxal. Parce que même quelqu'un qui a vraiment un grand respect pour l'argent, j'ai un profond respect pour l'argent, je pète un câble, moi, quand on oublie d'éteindre une lumière, un truc vraiment, genre, ça m'énerve, tu vois, parce que si tu veux, j'ai tellement manqué quand j'étais jeune que je suis pas du tout radin, au contraire, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens, plus qu'à moi-même, mais par contre, je déteste l'argent gaspillé, tu vois. Donc, bon, bref, même moi qui ai ce respect profond pour l'argent, quand tu lèves 40 millions, tu n'es plus cost killing, c'est-à-dire que tu fais plus attention à l'oseille, et même moi je me suis pris à recruter plein de gens, à dépenser, on dépensait 1 million par mois sur Facebook par exemple, juste pour donner un ordre d'idée, en acquisition, donc en pub, ce qui est beaucoup pour une startup. Et en fait, on avait une course en avant, parce que quand tu as Pepsi, Alven, Utopia qui rentrent à ton capital, donc des fonds d'investissement qui eux, ils veulent pas faire x5 hein, quand ils rentrent chez toi, ils veulent faire x100. Et donc, ils te mettent une pression quand même qui est forte, et c'est normal, tu vois, c'est le jeu, je fais la même chose en tant qu'investisseur, je les blâme pas. Eh bien, tu veux faire plus de chiffre d'affaires. Mais pour faire plus de chiffre d'affaires, il faut dépenser plus. Sauf qu'en dépensant plus, ce qu'on appelle ton coût d'acquisition va monter. Donc en fait, tu achètes des clients qui te rapportent pas d'argent parce que tu les payes trop cher. Et donc, tu n'es pas rentable. Quand tu vends des produits, tu perds de l'argent. Mais ça te fait du chiffre d'affaires. Mais comme tu sais que tu vas pouvoir relever de l'argent dans 1 an, tu t'en fous parce que tu burnes ton oseille. Sauf que quand le Covid arrive, on comprend qu'on va plus pouvoir lever. Parce que là, tous les fonds d'investissement ont peur.
et lève le stylo. C'est comme ça qu'on dit quand il y a une crise. Là, en ce moment, il y a une autre crise financière. Tout le monde a levé le stylo, plus personne n'investit. Et donc, à ce moment-là, je regarde mes chiffres. Il me reste, je crois, 15 millions sur les comptes. Et je fais mes calculs. Je me dis, dans 1 an, on fait faillite. En fait, on n'a plus d'argent. Et donc là, je dois repenser tout le modèle. Je m'assois avec mes vraiment très proches et on retravaille tout le modèle en profondeur. Et on se dit, on ne sera plus jamais dépendant des levées de fonds. On doit être rentable. Et en 2 ans, ça nous a pris beaucoup de temps parce que plus t'es gros et plus tu dépenses, plus c'est dur. C'est comme une barque, tu vois, une barque, tu peux la faire pivoter facilement. Le Titanic, si tu veux le faire tourner, même si tu as vu l'iceberg, bon, tu vas l'emplâtrer. Hein. Donc, on a mis du temps à tourner et ça a été un moment vraiment désagréable où beaucoup, je pense, d'entrepreneurs auraient baissé les bras. J'ai des potes d'ailleurs qui ont baissé les bras pendant le Covid. Moi, j'ai voulu, tu vois, assumer les erreurs que j'avais faites, et j'en ai fait beaucoup. Et donc, on s'est séparés d'une grosse partie de l'équipe. On était 70, enfin, tu vois, ça n'avait aucun sens. On était quasiment 3 fois trop nombreux. On a coupé toutes les dépenses, on a coupé les bureaux, on n'a plus dépensé plus. Et c'est là que je me crée des comptes, en fait, sur les réseaux sociaux. Alors que j'avais pas de réseaux sociaux avant, et je me dis, en fait, plutôt que de payer, on va faire de l'awareness organique et on va raconter des histoires. Et plutôt que tu vois, d'être mercantile et de juste dire acheter mon produit, on va essayer d'avoir un message motivant parce que mon histoire, je pense, peut aider d'autres personnes. Et en fait, c'est là où tout a changé, même si ça a pris du temps, parce qu'on avait autant de visibilité quasiment que quand on dépensait 1 million, sauf qu'aujourd'hui, on ne dépense plus rien, si ce n'est mon temps, quoi, tu vois. Et on a réussi à renverser la vapeur, et je pense qu'on sera une des seules DNVB, donc DNVB c'est Digital Native Vertical Brand, donc c'est les marques online, à pouvoir, on va dire, se réinventer assez vite pour ne pas mourir du Covid. Il y a beaucoup de brands qui sont en train de mourir parce qu'on réalise que les coûts d'acquisition sont très élevés. Il y a iOS 14, donc le truc Apple qui est beaucoup plus dur, qui te donne plus la data, ce qui fait que tu sais plus à qui tu parles quand tu fais une pub, donc très simplement, par exemple, admettons, tu veux shooter une nana qui a entre 16 et 25 ans. À l'époque, tu pouvais le faire. Tu dis, je veux parler qu'à une nana de 16-25 ans. Maintenant, tu sais plus à qui tu parles. Ça peut être un homme de 85 ans comme un bébé de 8 ans, un enfant de 8 ans. Donc, les coûts d'acquisition ont explosé. Tu ne peux plus être rentable. Et j'espère, tu vois, que parce que t'as jamais fini, et c'est toujours un combat incroyable. Hein. On a quand même enchaîné les gilets jaunes, donc tous les week-ends, les restos, enfin les trucs étaient fermés à Paris. Ensuite, on a eu le Covid. Après, il y a eu les grèves. Là, il y a la crise financière. Il y a l'Ukraine. On est à 2 doigts de la 3e guerre mondiale. Enfin, tu vois, c'est quand même un délire sur le papier quand tu te dis c'est bon, cette fois on a fini. Il y a un mec qui se réveille qui se dit je vais faire la guerre au monde entier. Enfin, tu vois, il y a toujours pire. Donc si ça se trouve demain, j'en sais rien, il va y avoir une pénurie de céréales et on pourra plus faire de bar. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie pour faire de Feed un succès qui est sain. Et je pense qu'on annoncera de belles choses là dans les mois à venir. Du coup, pour toi aujourd'hui, si une marque souhaite sortir la tête de l'eau, peut-être qu'elle a été aussi fragilisée par le Covid, qu'est-ce que tu conseillerais que vous avez mis en place et qui s'est avéré vraiment efficace ? Trouver le business model qui te permet d'être à l'équilibre financier. Donc, tu n'as pas besoin de faire du résultat, c'est-à-dire tu n'as pas besoin forcément de te verser des dividendes ou d'avoir, 2 millions d'EBITDA. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois pouvoir subvenir à tes besoins et être ce qu'on appelle stand-alone, donc être capable de survivre sans avoir besoin de lever de fonds. Et pour ce faire, tu dois avoir très peu de personnes dans ton équipe. Tu dois avoir des personnes qui sont transverses. Tu ne dois pas avoir des spécialistes sur chaque verticale, mais des personnes qui savent faire plusieurs choses. Avoir une notoriété organique qui est forte, donc avoir des réseaux sociaux, si je fais simple, ou en tout cas avoir de la visibilité parce que tu passes à la télé, parce que tu fais des livres, parce que tu fais des podcasts, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais tu dois parler et obtenir du reach gratuitement. Et après, avoir un produit qui plaît. C'est malheureux, mais nous, on l'a vu avec les repas complets au début, on faisait que des repas complets en poudre. On avait une niche qui marchait, mais on n'aurait pas pu scaler le business, quoi. On n'aurait pas pu en faire quelque chose d'énorme. Et donc, du coup, on a réadapté le produit. On a fait des barres protéines qui étaient beaucoup plus faciles. On a fait des produits, des cures pour te remettre en forme, LC, etc. Et ça fonctionnait bien. Donc, il ne faut pas lutter contre le marché. Il faut plutôt essayer de faire pivoter sa marque. Et le mieux pour ça, c'est d'aller dans la rue, d'arrêter des inconnus et de lui dire voilà, j'ai ce produit, qu'est-ce que tu en penses ? Tu lui fais goûter, c'est gratuit. Tu vois sa tête en live, il va pas te mentir. Et là, tu as du retour et là, tu peux réussir à trouver ton product market fit, ce qui manque à beaucoup de startups. Tu l'as fait ça ? Ouais, bien sûr. Quand tu vois, on s'est reposé toutes les questions avec Feed.
Là, on a été dans la rue, on a pris les équipes, les ingénieurs agro, et on a fait des sondages, on a fait des typeforms. Il y a plein d'outils, en fait. Tu as forcément une base mail quand tu as ta boîte. Et ben, en fait, tes clients sont les meilleurs conseillers. Ils ont payé pour acheter ton produit. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été convaincus par quelque chose. Et il y a une marque aux États-Unis, Shibari ou Shibori, je sais plus comment ça s'appelle. Non, Shibari, c'est des trucs avec les cordes, rien à voir. Mais, ça me fait penser à Marie Sauvage, que j'adore, qui fait des performances comme ça. Shibari, c'est un art japonais, un peu du bondage, mais pas en mode sale, tu vois, bondage stylé. Vous regarderez. On mettra ça dans les notes. Ouais. Et c'était un yaourt un peu grec, très protéiné, un peu dégueu, tu vois, mais très naturel. Et ils n'arrivaient pas à lancer la marque aux US alors que ça cartonnait dans leur pays d'origine. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interrogé leur base de clients en leur disant « Pourquoi t'achètes ce produit ?» Et les clients ont dit « C'est pas très bon, mais on sent que c'est naturel. » Et en fait, ils ont fait un slogan aux US « Ce n'est pas très bon, mais c'est naturel. » Et en fait, les gens, du coup, quand ils ont goûté le produit, ils ont compris que la promesse était tenue. Et donc ils se sont dit c'est vraiment que ça doit être très naturel, très bon pour nous, puisque eux-mêmes disent que c'est pas bon, tu vois. Et il faut aller interroger ses clients, il faut passer du temps avec sa communauté. Et vous avez cette chance incroyable que n'ont pas les grands groupes, c'est de pouvoir être très proche des gens et de leur parler, tu vois. Pepsi vont pas appeler leurs clients, par exemple. Alors que toi, qu'est-ce qui t'empêche de prendre tous tes meilleurs clients et de les appeler un par un au téléphone? Ils seront trop contents. Donc tu vas les fidéliser, ça va devenir des ambassadeurs et en plus tu peux avoir du learning hyper précis, quoi. Et les meilleurs clients, et je dirais même les clients qui ont été insatisfaits. Enfin, moi j'ai aussi une marque de sous-vêtements qui s'appelle je ne sais quoi. Et 2 fois par... Enfin, non, oui, si, 2 fois par semaine, on appelle 3 clientes qui ont été hyper satisfaites et 2 ou 3 clientes qui ne l'ont pas été. Super idée. Et en fait, ça permet vraiment d'améliorer les produits, parce que c'est le but, encore une fois. Le but, c'est pas de créer des produits par ego ou parce qu'on a quelque chose en tête, mais c'est de créer des produits qui répondent à un besoin et qui répondent à une vraie problématique. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être quelque chose que... On se dit qu'on n'a pas le temps de faire ou que c'est pas la priorité, alors qu'en fait c'est genre la priorité number one de créer un produit qui répond vraiment à des attentes, quoi. C'est clair. Mais bon, c'est plus difficile du coup nous pour les sous-vêtements d'aller dans la rue et de leur demander alors t'en penses quoi, tu veux essayer? Mais... Non, mais avec les réseaux sociaux et tout, tu vois, t'as des outils comme Typeform, du CRM qui te permettent vraiment d'accumuler des sondages, des trucs hyper importants. Donc du coup aujourd'hui vous êtes combien chez Feed? Là on est une vingtaine. Ok. Et comment tu as fait le choix de qui tu gardais et comment tu fais pour les fidéliser? Je sais pas s'ils sont là depuis longtemps tous, mais je trouve que c'est très difficile aujourd'hui qu'il n'y ait pas un turnover important, parce qu'on a toujours l'impression que la vie peut être plus verte ailleurs, que tout se fait peut-être par rapport aussi au salaire. L'humain, le RH, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans une aventure entrepreneuriale. Il y a zéro débat, tout le monde te dira la même chose. C'est extrêmement dur de trouver des gens loyaux sur qui tu peux compter, qui vont être capables de se juger de manière honnête et saine. Tu vois, les gens ont toujours tendance à penser qu'ils sont plus forts que ce qu'ils sont. Tu vois, c'est assez flagrant. Ou alors, ils se sous-évaluent et ils n'ont pas confiance en eux et tu leur demandes un truc, non, je vais pas y arriver. Enfin, moi, ça me rend ouf. Je suis pas du tout un bon manager, de toute façon. C'est pour ça que je m'entoure bien. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes meilleures que lui. Et c'est comme ça que, humblement, tu vois, j'ai réussi. Je vais être bon dans certains trucs et tout le reste, je vais m'entourer de personnes qui le font mieux que moi. Et Mélanie, typiquement, dont je parlais tout à l'heure, c'est elle qui gère Feed aujourd'hui, quoi, tu vois, à 100%. Ah putain, elle a bien investi ses 3000 euros. Ouais, l'histoire est trop cool, tu vois. C'est vraiment... aujourd'hui, t'imagines, elle se retrouve à la tête de Feed avec Pepsi, machin. Enfin, l'histoire est trop cool. J'adore ce genre de trucs, moi, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je trouve que ça donne du sens. Tu vois, je déteste les histoires toutes lisses, cousues. Enfin... Et du coup, les gens que j'ai gardés, c'est plutôt des gens que j'avais sélectionnés au tout début, bizarrement, parce que les premières personnes qui te rejoignent sont celles qui te rejoignent pour ce que tu es, alors que, un peu comme pour l'argent dont on parlait tout à l'heure, tu sais pas si les gens viennent pour toi ou ton oseille, là, tu sais pas si les gens ils viennent pour toi ou parce que ta marque, elle a levé 40 millions et que c'est quand même stylé de travailler pour Feed, tu vois. Donc du coup, la plupart des personnes dont on s'est séparés, c'était des personnes qui étaient arrivées après. Et moi, je joue vraiment beaucoup sur l'instinct, sur la fidélité. J'ai besoin de gens qui m'accompagnent sur le long terme. Et la plupart des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai fait d'autres projets avant. Et donc, quand je recrute quelqu'un, je me dis pas est-ce que c'est la bonne personne pour Feed ? Je me dis est-ce que c'est la bonne personne pour m'accompagner dans des projets de vie ? Et c'est ça que j'adore, c'est, tu vois, mélanger les différents business. Ariane, qui est là, c'est le bon exemple. Elle était chez Feed, maintenant elle est chez Blast. Et tu vois, on fait évoluer les gens avec nous, on les emmène en utilisant leur passion, ce sur quoi ils sont bons. Et c'est comme ça que j'essaie de sélectionner les gens. Et puis après, pour les faire rester, je pense qu'il faut être juste.
C'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux, d'être juste et droit avec les gens. Tu vois, quand tu dis un truc, tu le fais. Et quand tu fais un truc, tu le dis aussi. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Et puis, les faire évoluer, travailler dans la bonne humeur. Je pense que c'est un constat que je fais assez évident. Dans toutes les boîtes où j'ai investi ou dans toutes mes aventures, il faut prendre du plaisir et s'amuser. Alors tu vois, faut pas être dans le monde des bisounours. Je te dis pas qu'on va faire la fête au bureau tous les jours, mais il faut réussir à prendre du plaisir, à être épanoui. Je pense qu'on n'a pas besoin de travailler jusqu'à 22h le soir pour être performant. Tu vois, je pense que surtout pour ton équipe, avoir des horaires stables où tu vas pas leur écrire le soir à 23h ou le week-end, ça leur permet aussi de se détendre, d'avoir leur vie privée, d'avoir leur période de kiff, et du coup le lundi d'arriver tout défoncer avec toi. Et au final, ça c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'étais un très mauvais manager il y a 5 ans, je suis sûrement un peu moins mauvais aujourd'hui, et dans 5 ans j'aurais encore évolué, mais t'es obligé de faire des erreurs, et ce qu'il faut garder en tête, je pense, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, oui mais imagine je fais des erreurs, c'est que t'es sûr et certain de faire des erreurs. Il n'y a pas une personne qui fait pas d'erreurs, enfin, c'est juste impossible. Et donc en fait, à partir du moment où t'as plus peur d'échouer, et que t'as pas peur de faire des erreurs, tu avances, puis t'apprends, et ça se passe bien. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on a tous ce fantasme d'imaginer qu'on est les seuls à faire des erreurs ou à se dire qu'on fait moins bien que les autres, et au final ça nous empêche d'agir beaucoup plus qu'autre chose. Mais après c'est vrai que en fait c'est aussi de l'exigence qu'on peut avoir envers soi-même qui nous pousse à faire attention. Enfin, moi je sais que si je fais une grosse erreur dans, je sais pas, par exemple pour la logistique, pour ma marque je ne sais quoi, j'aurais c'est un peu comme une chute à cheval, tu vois, j'aurais peur de m'en réoccuper par la suite, parce que j'aurais cette espèce de trauma de me dire ah non mais ça se trouve en fait je vais foirer quoi, alors que c'est bien de faire des erreurs, mais à un moment si t'en fais trop t'as plus de business non plus quoi. Donc je pense que c'est surtout tirer les enseignements des erreurs qu'on a réalisées pour ne pas les refaire par la suite qui peut nous permettre d'avancer. Comment est-ce que tu répartis ton temps aujourd'hui, toi, entre du coup Feed, Blast, la télé, aussi pas mal de personal branding que tu fais sur les réseaux? J'ai essayé de créer une sorte de pieuvre qui s'apporte mutuellement en fait, et je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe, parce qu'en réalité à chaque fois que je fais quelque chose ça apporte à l'autre. Typiquement je fais Qui veut être mon associé, ça va apporter à Blast, ça va apporter à Feed. Je fais une conférence, je vais parler de Feed, je vais parler de Blast. Si j'écris un bouquin, je parle aussi de mes expériences. Quand Blast cartonne, quelque part ça fait de la pub pour Feed, et inversement. Et du coup cette énergie en fait elle est un peu globale, c'est comme dans Avatar, tu vois, tout est relié entre les arbres, la planète, les trucs, mais c'est la même chose avec ce qu'on a essayé de mettre en place, et du coup tout est assez lié, et les personnes qui travaillent tu vois chez Feed sont en relation proche avec les personnes qui travaillent chez Blast, et donc les Slack sont mélangés, les WhatsApp sont mélangés, donc c'est dur de te dire comment répartir, parce qu'en réalité j'essaie vraiment de prendre un maximum la parole, et mon rôle aujourd'hui c'est principalement d'avoir de la visibilité, d'avoir de la notoriété, d'investir dans des bons deals pour Blast, de faire de la stratégie pour Feed. Typiquement un exemple, tu vois, j'investis dans beaucoup de boîtes avec Blast, on fait 4 levées de fonds de 2 millions chaque mois, et bien j'ai rencontré des boîtes qu'on est en train de racheter avec Feed, et donc du coup les personnes venaient me voir pour faire une levée de fonds, et en fait moi je leur propose de les absorber, de les mettre chez Feed et de mutualiser nos forces. Et donc si tu veux, tout se croise, et c'est vraiment agréable de me dire le matin que je me lève en faisant ce qui me plaît. Et aujourd'hui tu vois, même si tu me proposais je sais pas, une énorme somme d'argent pour vendre tout ce que je fais, je pense pas que je le ferais, ou alors j'en vendrais une partie, tu vois, mais je vendrais pas tout, parce que sinon je sais pas ce que je ferais quoi. En fait je trouve qu'il y a rien de mieux, en tout cas moi à titre perso, que d'investir beaucoup d'argent dans des startups et d'avoir une boîte avec plein de marques que tu vas acheter, et tu vas pouvoir faire ton petit groupe industriel alimentaire, plus faire des émissions qui te permettent de toucher un maximum de monde pour parler d'entrepreneuriat. Tu vois, j'irai pas à la télé pour parler de cuisine, je sais pas cuisiner. On te verra pas dans Le Meilleur Pâtissier, merde. C'est sûr et certain. Je suis vraiment tellement mauvais, c'est chaud. Moi, t'as créé un business qui te correspond. Et par exemple, si jamais on pense à ta journée de demain, elle ressemble à quoi ? Ouais, demain ça doit être chargé comme tous les jours, fais voir, tu vois, c'est vraiment, j'ai des plannings. Demain je fais des interviews, j'ai des rencontres avec des start-upers, j'ai des points avec mes C-level d'une boîte, donc les C-level c'est les dirigeants d'une boîte, j'ai un recrutement,
un Donc entretien. tu fais encore passer des entretiens Ouais, pour les tous top les jobs entretiens. non, tous les jobs. Ok. Tous les entretiens, c'est-à-dire que je fais les finalistes. Ce que j'appelle les finalistes, c'est quand il en reste 2, je veux parler avec les personnes parce que je sais que l'humain est trop important et que en réalité, c'est pas que mes valeurs sont meilleures que celles de l'autre, mais il faut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Et pour gagner du temps mutuellement, il faut être sûr que les personnes qui vont venir vont être épanouies et que la boîte va être contente d'elles. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a 70% des gens qui savent dès le premier jour où ils arrivent dans une boîte s'ils vont rester longtemps dans cette société ou non. Et donc en fait, tu perds un temps de fou. C'est-à-dire que la personne pose un préavis, pas un préavis, comment t'appelles ça, ils démissionnent et puis ils arrivent, puis tu as la période d'essai, donc toi tu vas les couper, ils vont repartir, il faut lancer un nouveau recrutement. Donc en fait, c'est bon pour personne et j'ai besoin d'apprécier les gens avec lesquels je travaille. Je crois pas du tout qu'on doit être amis avec ces équipes, mais je le vois plutôt comme une sorte d'équipe de sport professionnel où tu vois chacun est à sa place. Quand il y en a un qui est un peu blessé, fatigué, l'autre équipe, le reste de l'équipe va compenser pour l'aider. Et j'aime bien cette vision, tu vois, sans rentrer dans la naïveté du truc, on est une famille, je sais pas quoi. Tu vois, t'as pas le même sang, t'es pas une famille, quoi. Tu vois, ça sert à rien de s'inventer un truc. Mais par contre, travailler dans une bonne ambiance, c'est primordial. Et puis au final, qu'est-ce que le lien du sang aussi, tu vois ? Je trouve clair. qu'on le met vraiment sur un piédestal, mais quoi, c'est parce que vous avez une partie d'ADN en commun que ça doit forcément vous lier à vie. Enfin, en plus, tu peux pas choisir exactement. Bah non, tu ne choisis pas, donc je pense que ça, en effet, à redéfinir. J'ai relevé quelques phrases que tu partages sur tes réseaux que je trouve intéressantes. Tu as dit, quand les gens vous critiquent, il y a souvent quelque chose à en tirer. Donc je me suis demandé, qu'est-ce que tu retires des critiques qui te sont adressées ? Je distingue vraiment 2 formes de critique. Donc il y a la critique stupide, sans intérêt, où il dit t'es con, t'es moche, t'es gros, t'es maigre. Non, mais là, On oublie. Mais quand plusieurs personnes disent la même chose, je pense que ça révèle quelque chose. Typiquement, quand j'ai fait la première saison de Qui veut être mon associé, il y a beaucoup de gens qui ont dit il est beaucoup trop dur, t'es méchant, t'es ci, t'es là. Et donc, au début, je me suis dit ouais, c'est tous des fragiles. Tu vois, donc au début, rejet, tu vois, classique. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit, s'il y a autant de gens qui le disent, c'est que peut-être que je dois montrer ma véritable personnalité parce que les gens qui me parlaient en off me disaient, c'est fou parce que tout le monde te défonce autour de nous alors que nous, on te connaît. Et on sait que t'es hyper sympa, que tu nous aides, tu passes du temps avec nous le week-end et tout. Et donc, quelque part, j'ai fait adapter légèrement, tu vois, j'ai optimisé ma communication, non pas en me travestissant, mais en montrant peut-être plus un visage naturel, en sachant que la télévision, si tu veux, la première fois que tu fais une émission, t'as 35 caméras sur la tronche, t'as 30 secondes pour dire un truc. Quand tu dis un truc, tu l'as mal dit, dis attends, répète ce que tu viens de dire. Et t'as 2 caméras qui s'approchent et qui se mettent là. Donc tout est complètement différent, tu vois. Et forcément, comme moi, je suis déjà naturellement clivant, tu vois, par une prise de position qui est toujours assez tranchée. Quand tu le redis une deuxième fois, un peu plus sec et tout, bon, bref. Et donc j'ai essayé de l'améliorer. Je me suis pas transformé en agneau, tu vois, loin de là. Mais j'essaie de mettre un tout petit peu plus d'humain pour que les entrepreneurs soient pas tristes, parce que mon but, tu vois, c'est pas de les blesser ou c'est pas de les humilier. Et donc en fait, je pense que toute critique peut aussi parfois être utile si elle est construite, si elle est argumentée et surtout si elle revient régulièrement. Encore une fois, je tempère en disant que l'avis du monde extérieur, en réalité, moi, ça m'est vraiment égal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui me critiquent, il y a trop de gens qui m'ont dit que j'aurais jamais réussi et tout. Ça doit jamais te détruire, tu dois le prendre en créant cette carapace émotionnelle qui te permet de prendre un léger recul, mais sans trop fermer, tu vois, l'armure, parce que sinon ça veut dire que tu t'en fous de ce que disent tout le monde et tu penses que t'es déconnecté et du coup t'écoutes plus les autres et t'es renfermé sur toi, mais tu vois, il faut trouver le bon équilibre. Tu te remets en question parfois ou pas ? Ah ouais, très souvent, moi je suis un psychopathe, je doute, en fait c'est ça qui est marrant, je pense que t'es bon quand tu es toujours dans les extrêmes et que tu peux être très mature et en même temps immature, quand tu peux avoir très confiance en toi et en même temps avoir beaucoup de doutes. Moi, tu vois, les gens qui me connaissent, il y en a qui me disent c'est incroyable quand tu as confiance en toi. Et d'autres qui me connaissent un peu différemment, qui me disent c'est fou, j'ai jamais vu quelqu'un douter autant de lui, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est de réussir toujours à être dans cet équilibre entre le chaud, le froid, le yin, le yang, tu vois. Et évidemment, être rempli de nuances, rempli de complexité, de fêlure. Moi, je trouve que les gens les plus intéressants, c'est ceux qui sont brisés, c'est peut-être un peu extrême, mais qui ont souffert, qui ont des cicatrices, qui ont, tu vois, un vécu et qui ont déjà surpassé ces choses-là. Quelqu'un qui a une vie parfaite,
C'est pas quelque chose qui m'attire. Tant mieux pour lui, tu vois. Je trouve ça cool, hein. Franchement, je dis pas que tout le monde doit avoir souffert dans sa vie pour être intéressant. Mais j'aime les histoires, moi, qui sortent un peu du lot. Par exemple, quand tu parles de cet exemple des personnes qui t'ont dit que tu paraissais très dur, très méchant, parce qu'en t'entendant, j'avais presque l'impression que du coup, pour la 2e saison, tu as plus tempéré ton discours pour montrer qu'au final, tu n'étais pas méchant, mais pas forcément parce que tu t'es posé la question de « mais est-ce que vraiment je suis dur ? Pourquoi ? Est-ce que je suis aussi exigeant ?» Enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais du coup, je l'ai un peu ressenti comme ça. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un mix des deux, franchement, parce que quand plein de monde me l'a dit, je m'en fichais parce que Twitter, c'était vraiment... Enfin, Twitter, tu sais ce que c'est. C'est atroce. Ouais. C'est-à-dire que hier, tu tapes Anthony Bourbon Twitter, je me fais dézinguer, tu vois. Quoi que je fasse. J'ai vu en story, c'est marrant, t'as fait un parallèle. Mais c'est pour ça que je le prends au second degré, quoi. Sur Instagram, LinkedIn, t'as que du love. Ouais. Sur Twitter, les mecs te déversent de la haine, mais... C'est incroyable. Donc, et quoi que tu fasses, hein, hier par exemple, j'investis quand même 200 000 balles chez une ex-femme battue qui fait son projet. C'est pour mon image. Ouais, le mec, il était peut-être énervé. Faudrait voir ce qu'elle a fait pour qu'il lui tape sur la gueule. Non, mais que des trucs comme. Mais tu lis les tweets, je te jure, c'est chaud. C'est pas Elon Musk qui va réguler tout ça. Hein. Non, mais tu réguleras jamais Twitter, c'est impossible. Et donc, du coup, Twitter, il faut pas en tenir compte. Mais par contre, ce qui m'avait touché, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ce qui m'avait fait réfléchir, c'est quand des gens que je connaissais, comme des startups que j'avais aidées, que j'avais financées dans l'émission, venaient me voir et me disaient « Anthony, je comprends pas, putain, mais les gens pensent que t'es dur, alors que moi, je te trouve trop sympa, c'est trop dommage qu'ils aient pas notre vision. » Et en fait, je me suis dit, c'est quand même dommage que je jouais pas un rôle, hein, j'étais vraiment comme ça. Le problème, c'est que j'étais vraiment comme ça, mais comme moi, je suis dans un monde de business qui est dur, je me rends pas compte quand je suis trop dur, tu vois. Et donc, quand quelqu'un vient me présenter un projet qui a aucune chance, et c'est pas parce qu'il pleure en racontant son projet que je vais lui dire que c'est bien. Et tu vois, il y a des investisseurs qui vont dire « Ah bravo, on va vous aider ». Sauf que la réalité, c'est qu'une fois que les caméras s'éteignent, personne ne rappelle, tu vois. Donc en fait, moi, je préfère dire la réalité et dire je pense que tu perds ton temps et que tu mets ta famille en danger, fais attention. Et donc c'est vrai que je vais le dire de manière directe parce que bon, je vais pas réfléchir 10 ans. Et du coup on me reproche ça, quoi, tu vois. Et donc j'essaie de trouver le bon équilibre. Et après j'ai conscience évidemment que la télé c'est un miroir grossissant, tu vois. Donc chaque détail, chaque mimique, tu vois, à un moment tu vas faire une mimique, mais en fait c'est pas la mimique que t'as fait à ce moment-là, c'est une mimique qu'ils ont pris il y a 10 minutes, mais qui colle bien dans leur montage. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je reproche beaucoup à la télé, je trouve, c'est que, enfin, tu vois, en soi, même le fait que tu sois direct et transparent, ça passerait beaucoup mieux déjà sur les réseaux sociaux, sur un podcast, etc. Alors que la télé, en fait, les meilleurs en télé aujourd'hui sont ceux qui arrivent à mettre un masque et à jouer un rôle. Et en fait... Enfin voilà, pour moi, a priori la télé c'est pas du théâtre, quoi. Tu vas au cinéma sinon. Je suis d'accord. Donc c'est ouais. Peut-être qu'on verra des formats plus vrais apparaître maintenant que c'est aussi ce que les gens recherchent, quoi. Sur les réseaux sociaux, on voit quand même beaucoup plus de naturel. Mais c'est pour ça que la télé doit se réinventer, parce que la première fois que j'ai fait le tournage là, l'année dernière, j'étais vraiment interpellé par... C'est pas le côté faux, parce que tu vois, les producteurs, pour le coup de Kevma, arrivent à retranscrire quand même assez fidèlement ce qui se passe en plateau. Mais tout est quand même, tu vois, très filmé, recadré, machin. Un cas, ça dure 1 heure, une levée de fonds. Et à la télé, ça passe en 10 minutes. Donc t'imagines, c'est-à-dire que t'as quand même divisé par 6 tout ce qui s'est dit. Donc en fait, si je dis une phrase où je dis « Moi, je pense que ton projet, il va pas marcher », alors qu'en réalité... Je l'ai conseillé en disant, tu sais, je pense que si tu voulais faire évoluer ton idée, tu devrais faire ça, parce que tu auras plus de chance avec du online. Dans cet état actuel, je pense que ton projet va pas marcher. Tu vois, ça change complètement la manière dont tu impactes, quoi. Et donc, ça, vous avez aucun droit de regard sur le montage ? Non, on n'est pas au courant. En vrai, on le fait quand même dans la confiance parce qu'ils l'ont toujours à peu près fait correctement. Ouais, le but c'est pas non plus de vous trahir parce que sinon vous reviendrez pas pour les prochaines saisons, quoi. Enfin, tu vois, t'es payé genre une misère pour faire ça. Nous, c'est la seule émission où on met notre argent. C'est-à-dire que c'est pas une blague. Tu mets vraiment ton oseille, tu vois. Et donc tu t'es payé. Enfin, tu vois, par rapport à ce qu'on gagne, on s'en fout, quoi. Et donc on le fait pour donner de l'énergie, pour motiver les jeunes. Si en plus ils nous faisaient mentir ou quoi, bon, laisse tomber. Personne ne ferait. Ouais, ils ont intérêt à quand même à garder cette fidélité de vos propos. J'ai aussi relevé une phrase où tu dis le gagnant n'abandonne jamais. Voilà, et tu compares ça avec le faible, le lâche, etc. Alors moi ça m'a interpellée parce que je me dis bon, en vrai un moment, et tu l'as répété plusieurs fois, tu vois, ce côté persévérance. Mais en vrai, un moment il faut aussi savoir s'arrêter quand ça ne marche pas.
Alors, oui, quand un projet ne fonctionne pas, il faut pas être obsessionnel ou arrêter, tu vois, en mode ça va marcher, faut pas être naïf. Mais par contre, quand je dis il ne faut jamais arrêter, c'est dans ta vie. Tu vois, faut jamais arrêter d'y croire. Par contre, un projet, je suis complètement d'accord, quand au bout d'1 an, 2 ans, tu peux pas te rémunérer, c'est que c'est pas un projet. Et j'en parle souvent autour de moi. Des gens qui ont un peu d'argent de leur famille, ça fait 5 ans qu'ils font un business, le truc il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 5 ans, ils me disent non mais ça va finir par marcher, je dis en fait arrête. Tu vois, soit tu pivotes complètement, soit machin. J'essaie toujours de dire aux entrepreneurs, imagine, t'as pas de parents, t'as pas de famille et t'as pas d'argent, est-ce que tu pourrais faire ce business ? Si la réponse est non, c'est que c'est pas un vrai business. Tu vois, parce que ça compte pas quand tu vis avec l'argent de ton père, de ta mère et que t'es nourri, logé, t'es pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met en danger, qui est capable de s'assumer en même temps qu'il essaie de créer de la valeur, tu vois. Et donc un vrai entrepreneur, il peut pas vivre pendant 5 ans sans se payer, sans manger, avec une boîte qui lui ramène 100 000 balles. Donc ce que je veux dire, pour être précis, c'est n'abandonne jamais, et c'est pas parce que tu as échoué 10 fois, 15 fois que tu vas pas y arriver. Je pense qu'un winner, c'est juste un loser qui a essayé une fois de plus, tu vois. Et cette naïveté, moi j'avais la chance de l'avoir. J'ai échoué, et ça me faisait marrer, et je recommençais. J'ai échoué, ça me faisait marrer, et je recommençais. Et donc je continuais à croire en moi, et je pense sincèrement que n'importe qui peut y arriver, tu vois, ça va être beaucoup plus difficile. N'importe qui peut y arriver, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts requis pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des compromis qui vont être énormes. Typiquement, moi, avant 30 ans ou 32 ans, je suis très très peu parti en vacances, je faisais pas de week-end, je sortais quasiment jamais, j'économisais tout mon argent, je m'achetais pas de fringues. J'étais vraiment dans un mode de vie ascétique, dans un mode de vie pas du tout épicurien, quoi. Tu vois, j'étais dans le dur, et même quand j'ai gagné de l'argent, j'avais plusieurs millions d'euros, je me souviens, je m'interdisais des trucs de fou, quoi. Tu vois, et les gens autour de moi, ils m'ont dit, mais c'était trop bizarre. Je dis, ouais, mais je veux pas tomber dans ce confort-là, et c'est ce qui m'a permis, je pense, tu vois, d'être ambitieux. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler. Concrètement, je pourrais arrêter, chiller, vivre aux Bahamas ou je sais pas où. Mais je m'ennuierais, quoi. Et tu vois, je suis très content et je me fixe de nouveaux objectifs. Et pas parce que je suis un éternel insatisfait, mais parce que je kiffe tellement ce que je fais que je vais essayer de pousser toujours plus loin. Et que je vais essayer d'avoir un maximum d'impact. Et peut-être que dans 15 ans, et les gens qui me connaissent bien disent tous d'ailleurs, dans 15 ans, tu seras chaman dans une jungle, je sais pas où, et je parierais pas là-dessus quand même. Hein. Tout le monde me dit ça. Moi, on me dit, tu vas être chaman, tu vas trouver ton animal spirit et tu vas faire des trucs de ouf. On verra. Il projette des fantasmes. Mais ça fait penser à aussi, du coup, les fictions n'ont aucun intérêt parce que par nature, elles n'existent pas. Alors moi, quand j'ai entendu cette phrase, étant une grande adepte de littérature, je me suis dit, mais comment est-ce que tu t'évades ? Et je te pose d'autant plus la question après cette heure de conversation où on comprend que t'as pas forcément de hobby en dehors de ton travail, que c'est pas ton délire de sortir. Si en plus tu ne lis pas et que tu ne regardes pas de fiction, comment est-ce que tu t'évades ? Alors, je lis beaucoup, mais je regarde des documentaires, mais je lis des biographies. Je regarde oui, c'est pas de l'évasion. Mais c'est pas de l'évasion, j'apprends. C'est-à-dire qu'il faut toujours que je sois dans un truc où j'apprends. Alors ça, c'est très perso et encore une fois, c'est ce qui, moi, me fait du bien, mais chacun doit être capable de trouver son plaisir avec ses propres méthodes. Moi, j'adore m'optimiser. Je me vois un peu comme dans un jeu vidéo où je suis un petit bonhomme et tu sais, j'essaie de monter mes skills en me disant, bah, il va avoir plus de force. Il va avoir au niveau supérieur. J'essaie de passer les niveaux. Donc, je travaille, je fais du sport, j'essaie de bien manger et j'essaie de bien dormir, j'essaie d'avoir un rythme de vie, tu vois, très cadré, très militaire. Et en fait, c'est dans cet équilibre que je prends du plaisir. Typiquement, là, tu vois, j'étais en vacances, je devais partir 15 jours. Le rythme m'a bouleversé, je suis revenu au bout de 5 jours. Je suis pareil par contre. Parce que je sais pas, j'ai pas pris mon rythme, en plus ça s'est mal passé, je voulais surfer, mais il n'y avait pas de vagues, machin, ça m'a saoulé. Tu sais, le décalage horaire, le truc, j'ai perdu mon rythme. J'ai dû rentrer. Tu vois. Et en plus, je trouve que j'ai attrapé la salmonellose là-bas. Donc, tu vois, c'était vraiment les pires vacances de ma vie. mais peu importe. Et c'est dans cet équilibre-là que j'arrive à être heureux. Encore une fois, je pense que j'ai cet équilibre aujourd'hui. Peut-être que demain, il changera. Et je crois vraiment qu'on est tous amenés à évoluer. Je crois pas du tout à l'humain tel que...
C'était le cas avec nos grands-parents, tu vois, où tu travaillais 30 ans dans une société, tu es arrivé tout en bas, tu montais. Aujourd'hui, on va avoir plein d'expériences. Je suis sûr que dans 10 ans, on se reparle. Nos vies, elles ont complètement changé. Et je te fais pas du tout la même interview, quoi. Non, mais ça rappelle vraiment que la définition de bonheur est hyper individuelle. C'est que ce que tu décris, c'est que toi, tu t'épanouis vraiment dans une structure, dans une routine, et pour quelqu'un d'autre, ce serait un cauchemar. Enfin, par exemple, j'ai reçu Ulysse Lubin, je vous invite à écouter cet épisode. Lui, il s'est fixé 100 challenges à relever au cours de sa vie. Donc en fait, il n'a pas de domicile, il est toujours en vadrouille, il va apprendre le Muay Thai en Thaïlande, après il va partir dans la jungle en Amazonie. Enfin, tu vois, moi, c'était horrible ce qu'il me décrivait, ça m'attirait pas du tout. Alors qu'en fait, ça fait rêver des millions de personnes de mener ce mode de vie. Donc c'est sûr que en final, les témoignages servent plus à inspirer qu'à ordonner ou qu'à donner des méthodes. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'ai du mal avec, pas toi et pas le personal branding de manière générale. Enfin, si, plutôt le personal branding de manière générale. Je trouve que... Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que les hommes acceptent plus facilement de donner une certaine image d'eux-mêmes qui au final n'est pas représentative de tout leur être, et que comme ils ont une mission, un message à faire passer, ils vont en parler à fond. Et tu vois, je connais pas d'équivalent femme en France qui parle de la manière dont tu parles de l'entrepreneuriat. J'ai vu que tu étais passé aussi sur la chaîne de Yumi Denzel qui parle d'argent comme Yumi Denzel le fait, ou Tony Robbins, ou David Laroche. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi, c'est un truc... Enfin, moi, je serais mal à l'aise avec l'idée d'uniquement donner une seule version de l'histoire, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Déjà, t'as complètement raison. Il faut être capable de se connaître et votre plaisir est unique. C'est-à-dire que ce qui va vous faire kiffer, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous devez vous poser les questions. Vous ne devez pas essayer de copier ce que font les autres. Ce qui me rend heureux à moi pourrait rendre malheureux quelqu'un. J'ai un ami, Jonathan Gelauf, qui a la même histoire que moi. Enfin, il était à la DAS et tout, vraiment histoire relou. Il est CEO de Aircall. Lui, on a un peu le même parcours. On vient de tout en bas. On a un peu réussi en business. Et lui, c'est un teuffer. Il sort en boîte 3 fois par semaine. Il a besoin de voir des gens, dîner, rencontrer. C'est un mec ultra sociable. Alors que moi, je suis dans mon appart et les deux, on se comprend pas. On se dit, mais comment tu peux faire ça ? Moi, ça m'épuiserait de faire ce qu'il fait. Et lui me dit, moi, je pèterai un câble si j'ai toi. Donc vraiment, écoutez-vous et n'essayez surtout pas de suivre les dictats qu'on va vous imposer. Et clairement, sur les réseaux sociaux, pour revenir sur ce point, je pense que plus un message est clair et plus il est simple, plus il passe. Et je pense que moi, tu vois, ça fait que 2 ans que j'ai des réseaux sociaux et 1 an qu'on y est sérieusement. Et je pense qu'il va être amené à évoluer, qu'il faut le répéter, le insister lourdement pour que ça rentre. Et je suis d'accord que le message devient un peu cliché parce qu'on l'a tellement répété qu'on peut y apporter un peu de nuance. Mais c'était important que les gens qui ne me connaissent pas comprennent l'histoire, parce qu'en réalité, il y a tellement de start-upers qui veulent te dire c'est possible d'y arriver, c'est ci, c'est là, mais qui viennent de grandes familles, qui ont fait les grandes écoles, dont les parents... Enfin, autour de moi, j'ai que ça, des parents. Il y en a un l'autre jour qui vient me voir, qui me dit, moi, tu sais, je me suis lancé seul, juste mon père a mis 2 millions dans la boîte, mais sinon, j'ai bossé moi tout seul. Et tu vois, il y a vraiment que ça quasiment en start-up. Et donc, je voulais vraiment que les gens comprennent que non, quand je vous dis que vous pouvez y arriver, c'est parce que moi aussi, je me suis vraiment buté, quoi. J'ai vraiment galéré. Mais tu as raison, il faut que j'apporte un peu de nuance, un peu de subtilité pour que le message soit plus profond. Bah, en fait, juste pour... je pense que tu paraisses plus humain aussi. Parce que c'est sûr, ton histoire, elle est hyper inspirante et elle va toucher, je pense, tellement de personnes qui jusqu'ici n'avaient pas de rôle modèle. Mais peut-être qu'au contraire, certaines pourraient ne pas s'identifier parce qu'il y a ce côté très marche ou crève dans lequel tout le monde ne se reconnaît pas, quoi. Mais bon, après, encore une fois, ne te travestis pas, il faut que ça reste fidèle à toi-même. C'est pour ça que les podcasts, tu vois, sont super bien parce que tu peux rentrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut rentrer dans la réflexion un peu plus profonde que simplement la couche superficielle, une story qui dure, je sais pas, 8 secondes, ou d'un interview sur BFM où tu as 25 secondes pour dire ce que fait Blast ou Feed ou je sais pas quoi. Et les podcasts, j'adore parce que tu peux vraiment prendre le temps de rentrer dans les sujets et c'est toujours intéressant pour ceux qui écoutent. Il y a une dernière citation que j'ai relevée. La plupart des problèmes peuvent se régler avec de la flagonnerie. Donc la flagonnerie, c'est le fait de flatter l'ego des gens. Quel problème est-ce que tu as déjà réglé avec de la flagonnerie ?
Franchement, à peu près tout. Il faut savoir donner aux autres en business ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a une règle. Moi, quand j'arrive dans une salle de réunion, je me demande toujours avant qu'est-ce que la personne veut et comment est-ce que je peux lui offrir. Et en réalité, les gens ont quand même un fonctionnement qui est assez basique. La plupart du temps, ils veulent soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit que tu les respectes. Tu vois. Et en fait, une fois que t'as 2-3 autres points, mais bon, les 3 principaux, c'est ceux-là. Et une fois que t'as compris ce qu'il voulait, ou ce qu'elle voulait, bon, mais tu lui amènes, simplement, tu vois. Quelqu'un qui veut de l'argent, tu trouves un deal avec elle, tu dis, bon, perdons pas de temps, j'ai compris, tu voulais ça, regarde, je vais te l'apporter, je te propose ça, ça, ça. Et donc, en fait, c'est ça que j'appelle flagornerie, c'est lisser dans le sens du poil. Surtout, les hommes sont plus faciles pour ça, parce que j'ai remarqué que tu dis à un homme qu'il est beau, immédiatement, je le vois, j'adore faire ça. L'autre jour, j'étais avec un gars là, à la télé, je dis mais c'est vrai que t'es un bel homme, hein. Et tout de suite, il était assez agressif, il avait un truc sur moi, je sais pas pourquoi, bref, il m'aimait pas trop, je crois. Et je lui ai dit non mais c'est vrai que t'es un bel homme, hein. En vrai, quand on te voit, et je te jure, ça a changé complètement le cours du truc. Et ça s'est inversé. Donc il y a toujours cette part d'ego très forte chez les gens. Plus ils sont connus, plus ils ont de l'ego, plus machin. Et juste tu dis un truc comme ça. En fait, faut envoyer de l'amour, même si t'y crois pas trop. Le fait de dire quelque chose de sympa aux autres va souvent déclencher quelque chose de positif. T'as pas besoin, tu vas te dire t'es magnifique, c'est incroyable, mais juste tu dis un truc, tu vois, qui est vrai. J'aime beaucoup comment t'es habillé, trop sympa ta déco, nanana, ta voiture est jolie, ou t'as des yeux vraiment, putain la couleur elle est ouf. Immédiatement, t'as tellement pas l'habitude de recevoir des compliments que ça va t'aider dans la discussion et les gens vont se dire ouais, sympa, c'était flatté quoi. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ok, non mais c'est intéressant d'aller creuser parce que ça pour le coup c'était pas quelque chose que j'entendais partout. Donc je me suis dit c'est intéressant, qu'est-ce qu'il veut dire, parce que entre être un lèche-botte et réussir à envoyer la bonne flèche voilà, dans la bonne cible, il y a un gap. Et si jamais des personnes alors veulent peut-être te flatter ou te séduire au sens business du terme, qu'est-ce que toi tu regardes, qu'est-ce qui va faire que ton attention va être retenue? C'est assez dur franchement parce que moi je refuse tous les déjeuners, je refuse tous les cafés, je m'impose comme ça des règles et c'est important d'ailleurs d'en parler très rapidement, c'est que vous devez faire ce qui vous fait du bien à vous et assumer vos positions. C'est-à-dire que moi très tard j'ai compris qui j'étais, on allait voir des psys etc, tu vois, avec ces profils un peu hypersensibles etc, et en fait j'ai appris que moi, il fallait que je reste beaucoup chez moi parce que ça me prenait beaucoup d'énergie d'aller à droite, à gauche, faire des lunchs, tu vois, ça me aspirait mon énergie, que j'aimais pas ça, en plus, me déplacer, trucs muches. Et donc, je refuse tous les cafés, je refuse tous les lunchs, je refuse tous les trucs. Je me lève tard, tu vois, donc c'est tard. Je me lève à 8h30. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au morning routine, tu vois, que t'entends sur Instagram où faut se lever à 5h, te mettre dans un bain glacé, embrasser l'arbre, courir 1 heure, faire des pompes, tu vois, t'as quand même un gap. Et je me lève à 8h30, je me couche toujours à la même heure. Et en fait, c'est pas parce que je dois voir un gars que je vais me lever plus tôt, plus tard. Tu vois, faut vraiment que ce soit exceptionnel. Et donc, du coup, c'est assez dur déjà de prendre contact parce que la plupart des gens ont cette manie de dire viens, on va prendre un café. Je dis mais pourquoi ? Et donc un truc vraiment qu'il faut adapter dans sa communication quand tu veux toucher un investisseur, c'est immédiatement lui faire comprendre ce que tu peux lui faire gagner. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit « Viens, on va prendre un café, faut que je te parle d'un truc », mais je réponds même pas en fait. Je mens parce qu'en fait, je me suis fait une règle, c'est de répondre à tout le monde au moins oui, non. Ouais. J'essaie de répondre à tout le monde. Et après, j'ai mon équipe pour les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Pour les réseaux, c'est Ariane, la pauvre, qui s'y colle parce que il y a beaucoup de flux. Mais les gens qui ont mon mail, j'essaie toujours de répondre oui, non, je peux pas, désolé, machin. Un truc, tu vois, pour que je déteste ne pas répondre aux mails. J'ai un problème des notifications et tout. Bon, bref. Mais tout ça pour dire qu'il faut expliquer à l'autre ce que tu peux lui offrir. Moi, si j'envoie un mail à quelqu'un et que je le connais pas, je commence toujours par je peux vous faire gagner ça. Ça peut être de l'argent, ça peut être un contact, ça peut être un truc. Et donc là, tout de suite, tu me dis, tu peux me faire gagner 50 000 €. Bon, vas-y, je vais lire la suite du mail. Si tu me proposes juste un café, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas ce que tu veux. Enfin, tu vois, t'as juste pas le temps, quoi. Donc, concentrez-vous sur vos objectifs et évitez justement tous ces trucs de café, de rencontres. Les gens vont pas vous aider. Enfin, tu vois, bosser, quoi. Il faut juste travailler sur son projet. Puis, à un moment, les personnes intéressées, intéressantes, elles viendront. Mais les incubateurs, les trucs comme ça, moi, j'y crois pas du tout. Parce que tu passes ton temps à aller voir des gens qui t'expliquent comment eux ont fait. Mais en fait,
chaque succès est ultra unique, donc ça sert à rien d'essayer de faire comme l'autre. Tu travailles, tu te butes, tu prends du plaisir, tu fais le meilleur produit possible, et puis si ça doit marcher, ça marchera. Tu t'es déjà fait coacher, toi ? Non, jamais. Tu y as pensé ? Ouais, alors je l'ai fait, pour être franc, c'est Alven qui me l'a imposé. Ils m'ont dit on te donne 15 millions d'euros, mais par contre tu dois avoir un coach. Bon, si vraiment vous insistez, il m'avait donné plusieurs millions de cash out, donc j'ai dit ok, je vais voir un coach. Ça m'a coûté 800 balles de l'heure, donc je l'ai vu, je sais pas, peut-être 10 heures. Au bout de 10 heures, j'ai appelé Alven, j'ai dit je suis désolé, mais ça sert à c'est rien, au-dessus de mes forces. Ouais. Genre, je viens de perdre 8000 balles. En plus, c'est sur la société, c'est la société qui paye. Je dis franchement, ça n'a aucun sens, et c'était... Je sais pas, ça m'a pas aidé. Je pense que tout le monde est tellement unique que le vrai travail que tu dois faire, c'est pour te comprendre toi. Et il y a tellement de livres aujourd'hui, il y a tellement de trucs que ça peut être bien. Certains en ont besoin, tu vois, mais si t'en as pas besoin, faut pas te l'imposer. Je trouve ça ultra cher, moi, les coachs que j'ai rencontrés. Il y en a sûrement des très bons. J'ai pas trouvé celui, moi, qui me faisait kiffer, quoi. Écoute, on parle de livres. Je vais arriver aux dernières questions du podcast. Si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre, un film, un podcast, qu'est-ce que tu nous recommanderais ? En livre, le mieux, c'est d'aller franchement sur mon site, parce que j'ai fait une reco des 50 livres à lire absolument. C'est anthonybourbon.com, et bon, je sais plus où c'est, mais vous allez le trouver. J'ai mis les 50 livres qui vraiment pour moi sont obligatoires. Donc ça parle de business, mais aussi d'autres sujets, tu vois, des livres un peu plus philosophiques. Donc en livre, il y a de quoi faire. Je recommande d'acheter un Kindle, moi, parce que vraiment, quand tu lis beaucoup, je trouve ça impossible d'avoir autant de livres, tu vois, quand je pars en vacances. On est partout, moi. Moi, je suis team papier, ouais. Mais quand tu pars en vacances un mois, l'été, ça tu fais pas. comment Je pars pas. Ah ouais, c'est pour ça. Mais non, mais le Kindle, je trouve que c'est une invention exceptionnelle. Tu te mets 8000 livres, si j'ai pas de conneries, sur le même truc. C'est hyper léger, donc t'es au bord de la piscine, tu peux le tenir d'une main. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça trop cool. Tu peux surligner, copier-coller, bon, bref. Donc, acheter un Kindle. Puis après, écouter tous les podcasts, effectivement, qui parlent de ce qui vous plaît, quoi. Et ce qui est génial, c'est que tu fais de la mode, t'as Entreprendre dans la mode. Tu fais du business, t'as Génération Do It Yourself. Tu fais de la cuisine, t'as je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a tellement de contenu aujourd'hui gratuit. Et c'est ce que j'aime, et ça va dans le sens un peu de ma révolution, tu vois. Aujourd'hui, tu peux avoir des cours d'Harvard gratuits. Donc, t'as plus besoin d'avoir des parents gavés pour pouvoir te faire Stanford ou je sais pas quoi. Donc, en fait, je pense, et c'est paradoxal parce que les gens se plaignent toujours. Les gens disent, là là, c'est une époque horrible, nous, on n'a pas le pétrole, nous, on n'a pas eu l'immobilier, on n'a pas eu le trading dans les années 1. Mais en réalité, je pense que ça n'a jamais été aussi simple, ou en tout cas aussi possible, de devenir riche en partant de zéro. Parce que avec des outils comme Shopify pour créer ton site e-commerce, avec le contenu disponible sur Google et avec les outils et la technologie qui existe, tu peux lancer des choses incroyables avec très peu de budget et t'as plus d'excuses. À l'époque, tu pouvais pas monter une boîte, juste le capital social, fallait 10 000 francs, fallait avoir une entreprise, fallait... Là, aujourd'hui, tu fais du e-commerce, en 2 semaines, tu vends ton produit, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même une époque que je trouve incroyable, et donc, croyez en vous et faites-vous kiffer, quoi. Pour avoir une petite exclusivité lecture, est-ce que tu peux nous partager peut-être le livre que tu es en train de lire en ce moment, ou le dernier livre que tu as lu ? Le dernier livre que j'ai lu, je me suis refait en fait un classique, mais j'aime bien relire des livres parce qu'en fait quand tu les reprends, ta vision a changé, de Anna Kournikova, qui est une joueuse de tennis, qui a une histoire de ouf, qui a galéré, qui a eu vraiment énormément de problèmes, et qui a fait une biographie exceptionnelle, un peu comme celle d'Arnold Schwarzenegger, où tu comprends que derrière le cliché, parce qu'elle c'est une femme très belle, et donc les gens n'ont retenu que son physique parce qu'elle était égérie de plein de marques, mais tu vois le travail, l'abnégation, les blessures à répétition qu'elle avait à l'épaule, mais qu'elle continuait de s'entraîner, je trouvais ça hyper intéressant, un peu comme Arnold Schwarzenegger, où tu te dis, bon, le mec est quand même un peu un gros beauf qui pousse de la fonte, tu vois, même si j'ai beaucoup de respect pour les bodybuilders, donc faut que je fasse attention de la merde que je dis, parce que il y a rien de plus, un bodybuilder, c'est un mec qui est prêt à refuser tous les plaisirs que son corps lui demande. Donc tu vois, c'est une force mentale exceptionnelle. C'est-à-dire que le mec a faim, mais il ne mange pas. Il a envie Enfin, un bodybuilder vit dans la contrainte et il est incapable, enfin c'est pas qu'il est incapable, c'est qu'il s'interdit de répondre à ses besoins primaires, quoi, tu vois. Donc c'est une détermination incroyable. Moi, c'est pas un truc qui me ferait kiffer, mais je les respecte. Donc ce que je veux dire, c'est que Schwarzy, c'est quand même un bon bourrin qui pousse de la fonte,
Et le mec finit gouverneur de Californie. Je me dis, c'est quoi cette histoire de fou? Et en fait, tu vois que son père était un bûcheron complètement arriéré qui voulait l'interdire de rêver. Et il a pris son destin en main. C'est devenu un culturiste. Après, c'est devenu un acteur. Après, c'est devenu un politicien. Et j'adore ces parcours, tu vois, où le destin est explosé dans tous les sens, bousculé. Et je pense franchement qu'on a tous la possibilité de forcer son destin. C'est le nom du bouquin que j'avais écrit justement pour dire... c'est pas parce qu'aujourd'hui t'habites à Jonzac et que ta famille, tu vois, ton père est plombier, ta mère est vendeuse, je sais pas quoi, c'est pas grave, tu vois, tu peux devenir le nouveau Bernard Tapie, tu peux devenir le nouveau Bernard Arnault, tu peux... Et ça me fait kiffer de le penser. Donc j'aime bien ce genre de livre. J'ai hâte qu'on ait des noms de femmes qui accompagnent ces noms très masculins en haut de la pyramide. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? Eh bien, une femme, tiens, puisque tu mets le sujet dessus, j'aime beaucoup Edwige. Moi, j'ai investi dans beaucoup de femmes, en fait. Je pense que je suis un des investisseurs qui a le plus de parité. Et c'est très dur, honnêtement, à la décharge des investisseurs parce que, tu vois, parfois, et c'est horrible, on en parlait avec Carole Juge, qui est la fondatrice de June, et elle-même te dit, les femmes osent pas, tu vois, aller vraiment parler comme des bonhommes en disant, je veux faire du pognon, et Carole le fait, tu vois, c'est une des seules à parler vraiment en étant hardcore et elle me disait c'est dur de trouver des femmes qui sont alignées avec moi. On me reproche moi en tant que femme d'être businesswoman alors que moi tu vois on va me dire c'est cool ce que tu fais, t'es business wise et tout, alors qu'elle on va lui reprocher en mode tu castres les mecs etc. Donc Carole je pense que ce serait intéressant, ou Edwige de Barouders, c'est une Ah mais c'est très drôle, tu sais qu'on est toutes les deux pour l'instant au WeWork d'Avenue de France. Et elle est venue me voir un jour. Elle est enceinte. Elle était enceinte, si je ne me trompe pas. Elle vient d'accoucher. Du coup, elle m'avait passé la carte. Elle m'avait dit regarde ce qu'on fait. En gros, c'est le back market du sport. Et c'est pour ça que, comme je sais que tu es sensible à ces sujets, je pense vraiment que leur boîte Barouders, c'est une plateforme de seconde main outdoor. Donc, en gros, on a tous acheté des vêtements de ski, une planche de snow, un truc qu'on a revendu sur le Bon Coin avec une expérience horrible où tu as peur de te faire voler. Eux, ils vérifient le matos. C'est un peu comme Vinted, mais en mode seconde main de trucs de sport, planche de kite, etc. Et je trouve que sa mission est trop belle et que elle a une énergie incroyable qui sort des clichés. C'est-à-dire que sa famille est très riche, elle a fait HEC, son mari a fait Polytechnique, donc si tu veux, tout nous sépare. Mais quand on s'est parlé, ça a montré que c'est exactement ma thèse de dire il faut justement faire fi de tous les milieux sociaux, de toutes les cartes qu'on t'a données au début, au final, tous les préjugés, mais travailler main dans la main. Et ce qui est quand même drôle, c'est que c'est moi, le plouc, tu vois, de banlieue bordelaise, qui vais investir chez eux. Et au final, on s'entend trop bien et je les aide beaucoup avec un ami, Thomas de Miro, parce qu'on est à leur board. Et je trouve que sa mission est belle et qu'elle a une histoire à raconter et qu'elle fait très bien, malgré, tu vois, les clichés dans lesquels elle aussi aurait pu tomber, comme moi, j'ai mes propres clichés. Bah écoute, tu vas pouvoir répondre à la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, il faut vraiment le rapporter au plaisir et même plus largement au bonheur, parce que le plaisir, on va dire qu'il est court terme quand le bonheur est beaucoup plus ancré. Être capable d'être heureux et de t'épanouir dans ton quotidien. Donc tu vois, j'allais dire le travail, mais en fait même pas, parce que si t'es heureux sans travailler et que ton kiff c'est de faire le tour du monde et d'aller aider des gens, c'est trop bien, mais tu peux pas dire que c'est un travail. Donc c'est vraiment trouver ce qui t'anime profondément. C'est une mission extrêmement compliquée, je pense que c'est une mission qui prend toute une vie, parce qu'en réalité, il faut être capable de faire une introspection, se demander, ok, la société m'a mis dans un tunnel la plupart du temps, les études que tu as faites, c'est pas vraiment toi qui les as choisies, ton métier, on te l'a plus ou moins imposé parce que tu avais besoin d'argent ou on t'a demandé de travailler rapidement, mais il faut tout remettre à plat. Parfois partir vivre seul, tu vois, pour vraiment te retrouver, être capable d'être complètement indépendant et de pas subir les influences des uns et des autres, même si elles sont positives parfois, de manière à faire les bons choix et profiter des moments qui te restent. Je me demande souvent combien de temps il me reste à vivre, tu vois, je pense que je suis quasiment, j'ai 34 ans, à la moitié ou au tiers, je sais pas, tu vois, en fonction de la chance que je vais avoir. Mais c'est pas beaucoup, tu vois, quand même. Et donc j'ai passé quasiment 34 ans à galérer pour avoir de l'argent, sauf que j'en ai jamais profité.
en réalité. Et donc, il faut être capable de constamment remettre à jour et de réactualiser ce qui te fait vibrer. Et c'est pour ça que je dis, dans 5 ans, peut-être que je te dirai finalement, mon kiff, c'est d'aller surfer et d'être sur une île, à pêcher mon poisson et de faire du surf tous les jours. Et que c'était ça, au final, ma destination. Donc, posez-vous les bonnes questions, n'écoutez pas les gens, soyez épanouis, prenez du plaisir. Parce qu'au final, la vie, c'est quand même une chance incroyable. Encore plus pour nous qui sommes en France, tu vois, c'est quand même un beau pays, on est quand même sécurisé. Il faut penser aux pays en guerre où tu peux même pas manger, etc. Bon, on n'a aucune excuse en fait pour pas être heureux, et malgré les drames qui peuvent arriver dans la vie, il faut voir le positif, essayer de se redresser et de profiter au maximum. Super, bah écoute, merci beaucoup Anthony pour cette super conversation. Merci. J'espère que ça vous a plu, personnes qui nous écoutaient jusqu'au bout de l'épisode. Pour justement les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur Instagram, sur LinkedIn, je sais pas, un peu partout, sauf sur Twitter. Voilà, partout sauf Twitter. Partout sauf on Twitter. retient. Voilà, et puis je mettrai ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse te retrouver facilement. Écoute, merci Anthony, j'espère à bientôt. Merci beaucoup.